Hello, bonjour à toutes et à tous. Alors attendez quelques secondes. Mais déjà, bonsoir à tous. Théo est là, ne vous en faites pas, ne vous inquiétez pas, il est bien là. Et il vous dit même bonjour, bonjour Théo, salut, comment ça va? Et toi. Attends, pourquoi le son coupe là maintenant? Attends, zut. Attends, reparle. Tu m'entends bien? Mince, ouais, alors, enfin, ça coupe. Ça coupe alors que ça ne coupait pas il y a 10 minutes. Euh, bah attends, peut-être va-t'en et reviens, je pense, puisqu'il n'y avait Allez, pas de, il y avait pas de souci tout à l'heure. je tente ça. Sinon, je porte l'ordinateur, mais j'essaie de revenir dans une seconde. Mais attends, mais on comprend absolument rien de ce que tu dis par contre, hein. Enfin, c'est... Waouh. Bon, mais je vous promets, en plus, ouais, il a été méca chromed. Ah là, direct, direct, direct. Un début de live sportif, ouais, ouais, ouais. Va-t'en Percy à Monsieur Théo Pourchère en 2025. Oui, bah... je sais pas, parce que vraiment, on n'a fait aucun changement, on a tout vérifié il y a 10 minutes. Non, vraiment, il s'est fait méca chromed. Il lui a dit de dégager en bien. Bah voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit live avec Théo, c'était très sympa en tout cas. Ne vous en faites pas, il revient tout de suite, normalement, si tout va bien, hein. Percy a fait une McLaren à Rose. Ouais, il y a pas mal de sujets à aborder, hein. Il y a pas mal de sujets à aborder quand même, des sujets qui fâchent quand même. Mais en tout cas, j'ai très très hâte de ce live et j'espère qu'on va régler rapidement ces petits soucis. J'ai trouvé un milliardaire pour l'interview, allez, oust. Bon, écoutez, je vais en profiter pour remercier les abonnés, l'air de rien, pour remercier les abonnés depuis la dernière fois. Attendez, il faut que je vérifie quand même si Théo arrive à se reconnecter, ça serait pratique. Ça serait pratique. Alors, comment je fais déjà? Il est pas encore dans une Peugeot que ça cale déjà. Ouais, ça doit être le PureTech, ça. Ça doit être le PureTech qui doit poser souci, je pense. Alors, alors. Merci déjà à tous les. Ah, il y a Théo qui revient. Il y a Théo qui revient. On va croiser les doigts cette fois. Alors, là, comme ça. Est-ce que tu peux parler, Théo? Je t'entends bien. Est-ce Eh, que ça marche ou... ouais, ouais, on dirait. On dirait. Ça a l'air. Ok, c'est bon. J'ai éteint le téléphone, je l'ai rallumé, donc ça a l'air d'être bon. Yes! Tant mieux. Alors, avant de commencer, j'en profite du coup pour remercier les abonnés, puisque évidemment un live avec Théo Pourchère, bah, ça apporte pas mal de monde. Alors, j'en profite pour remercier Omar Ortega 96, Verstappen, Daisy Xturve, RG827 et M8 Boubzi. Merci beaucoup à vous. Et on va pouvoir commencer donc. Voilà, hello, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous le voyez, je ne suis pas tout seul, je suis avec le pilote qu'on suit depuis les débuts de la chaîne YouTube, Twitch et même en fait depuis les débuts de mon compte Twitter en 2019 à peu près. Je suis avec un champion de Formule 2, c'est la première fois sur cette chaîne. Je suis avec Monsieur Théo Pourchère. Bienvenue à toi, Théo, comment ça va? Ça va très bien, merci beaucoup de l'invitation. Attends, non, attends, ça a recoupé, ça a recoupé. Ah, ça revient. Non mais non, ça recoupe, c'est pas possible. Ah, je vais prendre une autre solution. Je vais prendre l'ordinateur, j'arrive. Il va prendre l'ordinateur. Il va prendre l'ordinateur, il arrive. Aïe 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 aïe. Euh... Eh, c'est pour faire durer le suspense. C'est pour faire durer le suspense, ne vous en faites pas. Champion du monde de Formule 2 qu'ils ont dit sur Canal+. Oui, bah parfois. Je crois. Il y avait quelqu'un qui avait fait l'erreur aussi, je me rappelle plus, mais oui, bon, parfois ils font des erreurs. No stress, ah, quand même, c'est pas n'importe qui que je reçois sur la chaîne, donc ouais, voilà, pour ceux qui arrivent, Théo va ramener son ordinateur, visiblement il y a des petits soucis pour le son, mais en plus vous le voyez, Percy ça commence à stresser là, oui ça commence à stresser. Euh, vous avez vu en plus parfois ça arrive, enfin parfois le son marche bien, donc, ouais, it's cool, stay cool, ok, stay focus. Je vais quand même mettre, voilà, il a le lien de son côté normalement. Faut que je vérifie moi qu'il n'y ait pas d'autres soucis. Bon, écoutez, vous me demandez comment ça va, si je suis stressé, etc. Box, Percy for wet. Là, c'est la sueur. Là, c'est la sueur. Il fait super chaud ici. Je suis en train de fondre. Ah, salut, il y a des pilotes dans le chat. Tu passes par quoi pour les appels? Mais là, c'est par Streamlabs. Alors, est-ce que c'est une erreur de ma part? Est-ce que je devrais passer par
Est-ce que je devrais passer par WhatsApp ou un truc comme ça? Je sais pas, mais... Vous avez vu le pilote qui s'est cassé la clavicule en NASCAR? Oui. Oui, oui, oui. En plus, c'est un énorme crack, hein, Connor Zilish. C'est un énorme crack. Tu utilises pas OBS Studio? Non, j'utilise Streamlabs, j'avoue. Andy, il change de compte à chaque live. Ah, je suis pas fou. Je me disais aussi qu'il y avait un petit, un petit souci et qu'il avait un nouveau pseudo à chaque fois. Donc voilà, hein, Théo revient, ne vous en faites pas. Il vient avec son ordinateur après des petits soucis de téléphone. Vous, comment est-ce que vous allez? On n'a pas fait vraiment de débrief du week-end. On rappelle qu'on avait suivi la course d'Eurocup 3, on avait suivi la première course d'Eurocup 3. On va pas spécialement en reparler, c'était pas exceptionnel comme week-end à Assen. Mais voilà, on a quelques petits lives quand même. Regarde TMP Twitter, je t'en conjure, mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Actuel. Pourquoi? Pourquoi Vettel Spin, faut m'expliquer là, faut m'expliquer. Merci beaucoup, attends, merci beaucoup Julien pour le sub offert à Yann Runner, merci beaucoup à toi. Mange ton sub le moto. Sinon, Percy preview sur Sachel Roger, prédiction pour la saison podium. J'en ai tellement aucune idée de ce que ça a donné la F4 indienne pour le français là. C'est tellement imprévisible, il y a tellement aucun pilote que je connais. Il y a tellement aucun pilote que je connais, donc j'ai envie de me dire, vu la concurrence champion, bah ouais, peut-être qu'on aura un champion de F4 indienne, je sais pas. Théo, il est allé acheter un ordi, c'est la seule explication. Oui, on attend son retour avec grande impatience. Non mais, c'est une star, c'est une star, simplement, il sait se faire désirer. Euh, il sait se faire désirer. Julien qui a débloqué le trophée à Subgift à tous les motos. Ouais, je pense qu'il est parti acheter un ordi. Et bah écoutez, j'espère qu'il reviendra assez rapidement quand même. Puisque là, du coup, on doit meubler. Meubler avec du vide, puisque j'avoue qu'on va pas faire vraiment de preview du week-end. Non, on va pas faire de preview de la F4 indienne qui commence à Kari. C'est le circuit qui s'appelle, enfin, dans la ville de Kari, de Kari Motor Speedway. Bah écoutez, c'est mieux que les pubs arrivent maintenant. C'est mieux que les pubs arrivent maintenant. Ah mais oui, Vettel Spin, mais t'en fais pas, tu pourras poser des questions dans le chat. Comment ça va se passer? Dès que Théo arrivera, moi globalement j'aurai des questions. J'ai ma petite série de questions quand même que j'ai programmée, que j'ai prévues. Intéressant, intéressant Vettel Spin. Oui, j'ai quelques questions, voilà, que j'ai programmées et je sais que vous allez être beaucoup à poser des questions à Théo dans le chat, mais évidemment, je ne pourrai pas prendre toutes les questions, mais voilà, quand il y en a qui reviendront, quand il y en a qui reviendront plusieurs fois, ou que je trouverai vraiment ultra pertinente et que moi, j'aurais pas pensé à cette question plus tard dans l'interview, bah là, je vais dire, je pourrais choisir cette question. Débrief de l'Eurocup 3, non, c'est la déprime. Ah, salut Gwenagan, hello de Queen Bator, ouais, hello Gwenagan, ingénieur F4 France, qui est en F4 indienne là ce week-end, donc amuse-toi bien, amuse-toi bien là-bas. On est quand même 80 sur un live interview pour cher dans lequel il n'y a pas pour cher, c'est pas mal, et ça c'est beau, quand même. Je commence à... Ah, il y a Théo qui est revenu. Il y a Théo qui est revenu. Alors Théo, attends. Théo, tu es... je sais pas si... Ouais, voilà. Tourne. Ouais, super. Attends. Et donc du coup, je t'affiche maintenant sur le stream. Hop, on croise les doigts. Théo est de retour parmi nous. Tu peux parler? C'est bon? Ouais, ça a l'air. Alors, j'espère que ça va tenir parce que je suis passé sur une tablette, sur un iPad, donc peut-être que ça va mieux marcher que mon téléphone. Ok, alors le son grésille un tout petit peu, mais en tout cas, on peut t'entendre. Et Ouais. là, t'es repassé en mode portrait, je sais pas pourquoi. Alors ça, c'est une bonne question. Je vais essayer de... je suis en galère aujourd'hui là. Voilà, comme ça, on va faire. Comme ça, on devrait être bon. Bah ça paraît bien, ça paraît bien. Bon écoute, donc je reprends. Donc voilà, je suis avec le pilote qu'on suit depuis les débuts YouTube, Twitch, Twitter. Je suis avec Théo Pourchère, champion F2 2023. Comment est-ce que ça va Théo, en espérant que le son ne grésille pas? Et que la caméra ne tourne pas. Et que la caméra ne tourne pas aussi, mais au moins le son est bon, au moins. Je pense que pour la caméra, j'ai une petite solution qui Ouais. devrait fonctionner. Donc ça, on devrait être bon. Tac, 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 tac. Si je m'en sors, je devrais m'en sortir.
Je pense que si je ne bouge pas, ça devrait être bon. Très bien, ne bouge pas. Non, mais moi, ça va très bien. Content d'être sur le live, d'être avec toi. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas parlé parce qu'on avait fait une interview ensemble. La caméra, décidément. Je ne sais pas comment régler ça. Est-ce que ça voudrait bien je ne sais pas si. Bon, je bouge pas pourtant, j'essaye de voilà, rester comme ça. Et oui, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas parlé. Comme je disais, on avait fait une interview ensemble à l'époque et je m'en souviens encore. Ouais, ouais, ça date un petit peu maintenant. Alors je m'en rappelle d'ailleurs, moi évidemment j'ai préparé mes petites questions et en fait c'est un énorme document où il y a toutes les questions de tous les pilotes que j'ai interviewés et le document il commence en 2021 quand je commençais à faire des toutes premières questions et j'avais mis des idées de questions que je pourrais te faire à toi. Donc c'était vraiment Ouais, début 2021, c'était après la saison 2020, après la saison de F3. Bon, évidemment, enfin voilà, c'était des questions sur ta saison 2020, sur la malédiction du deuxième pilote ART, sur les autres projets que tu pouvais avoir en dehors de la F1. Bah tiens, ça, on va pouvoir en parler. Enfin voilà, plein de questions, bon, maintenant, qui sont peut-être plus très à jour. bien sûr. Mais en tout cas, toi, là, actuellement, t'étais en vacances. T'étais en vacances, tu reviens, t'étais aux Maldives, t'as rechargé tes batteries pendant la pause estivale et maintenant c'est retour au sport auto, c'est ça? Exactement, exactement. J'ai eu l'occasion d'avoir un peu des vacances. Voilà, en plus, c'était un peu un partenariat avec un hôtel. Donc, bon, désolé pour la caméra, je fais de mon Dans mieux. le chat, on te recommande de désactiver la rotation automatique, si c'est pas déjà fait. Mais j'ai essayé les deux. J'ai essayé les deux. Ça ne marche pas. Je ne sais pas trop ce qui se passe, mais ouais, j'ai essayé un peu les deux. Donc, je vais essayer de laisser comme ça. On va voir. Mais au pire, je bougerai Ouais, l'écran une seconde toutes les 2 minutes. Mais ouais, donc ouais, j'ai pu recharger les batteries. Euh, j'ai été, comme je dis, c'était un partenariat un peu avec un hôtel qui me permettait. Bon, désolé pour la caméra, j'ai vraiment aucune solution. non mais attends, Je mais sais ou pas. alors sinon, ouais, je vais essayer d'ajuster, genre, passe en portrait, passe en mode Ouais, portrait. Bon, ça fait qu'on aura des têtes un petit peu différentes, puisque moi, je si vais ça pas bouge trop. pas non plus, je sais pas. Mais Attends, en vrai, je me mets comme ça. Bon, t'es gigantesque et tu caches la Peugeot derrière, mais j'espère que Peugeot t'en voudra pas. mince. Ouais, bah. Oh. Écoute, bon, la présentation du stream est immonde, mais au moins, comme ça, on espère que tu tournes pas. Désolé, Pas désolé. de souci, J'espère que ça tourne pas. pas de souci. Et je vois le chat par contre maintenant. Ah bah c'est parfait, tout bénef. Ça, c'est pas mal. Donc, salut à tous, ça fait plaisir. Je vois le chat, c'est sympa. Mais Ok, ouais, comme je disais, hein, des vacances, un partenariat avec un hôtel qui, aux Maldives, a une piste de karting. Donc, pour moi, c'était en plus idéal. Je m'attendais pas forcément à aller à un superbe endroit comme ça. Tout le monde connaît, a déjà entendu parler des Maldives et c'est un endroit paradisiaque. Donc, pour se reposer, c'était le top. Et en plus de ça, j'ai pu faire du kart, il y avait plein d'activités sur place. Et non, c'est important. Là, j'ai une saison, honnêtement, si on compare par rapport à l'an dernier, beaucoup plus chargée. Et j'en suis heureux, j'en suis fier. C'est un bon signe. Mais c'est vrai qu'à un moment, à mi-saison, honnêtement, je pense que j'étais resté un jour au mois de juillet chez moi, peut-être 2, 3 jours au mois de juin. Et c'est tout le temps parti. Je vais de partout dans le monde. Mais bon, tant mieux, je suis plus heureux comme ça. Ça veut dire que j'ai quelque chose à faire. Donc, j'avais des bonnes occupations. ok, bah, tant mieux, ça veut dire que t'es bien occupé. Donc oui, pour ceux qui suivent principalement la monoplace, et je sais que je pense que vous êtes quand même la majorité, parce que bah, c'est une chaîne monoplace d'habitude, donc vous connaissez tous qui est Théo, il a remporté la F2 en 2023 à l'âge de 20 ans seulement, comme George Russell, Charles Leclerc, Oscar Piastri et plus récemment Gabriel Bortoleto. Ça pose les bases. Les portes de la F1 ne se sont pas ouvertes pour lui, on y reviendra. Mais alors, du coup, Théo, est-ce que tu peux nous expliquer exactement ce que tu fais désormais en 2025, en dehors de voyager aux Maldives, et du coup, dans quel championnat tu roules? Et ben, en 2025, tout d'abord, je suis pilote de test et réserve pour Peugeot en championnat du monde d'endurance, ce qui me permet aussi de pouvoir participer à l'ELMS, championnat d'Europe d'endurance en catégorie LMP2, avec Algarve Pro Racing, et aussi de faire un peu de Formule E dans l'année, quelques petites sorties en Formule E à Jeddah, à Berlin, et beaucoup de simulateurs FE. Donc, j'ai une année plutôt chargée. Et oui, donc
bon, à chaque fois 3 voitures différentes, des programmes différents, donc il faut savoir s'adapter super rapidement. Il y a des moments où je saute de la Peugeot en test, je vais direct sur la Formule E, ensuite je retourne sur la LMP2, donc c'est des voitures qui ont complètement rien à voir à chaque fois, mais c'est cool et honnêtement, c'est des bonnes expériences. Oui, enfin, on voit souvent que tu testes en Formule E, on voit souvent que tu testes, ben, que tu roules évidemment en championnat en LMP2. Tu roules quand même pas mal avec l'hypercar? J'ai roulé pas mal en début d'année. J'ai fait, alors en décembre dernier, on avait fait une endurance de 40 heures au Castellet, donc très très long. La première fois que je roulais autant dans une voiture avec tout le monde, avec tous les pilotes Peugeot, mais 40 heures, c'était solide. Et on a fait donc beaucoup de tours sur le Castellet. J'ai fait un test à Portimao, un test à Monza. Donc voilà, un peu sur le pluie, un peu sur le sec. J'ai eu l'occasion un peu d'essayer la voiture dans toutes les conditions et de me préparer aussi au rôle de réserviste, hein, qui est d'être prêt et de remplacer un pilote si besoin. Du coup, tu vas, enfin, ouais, il y a une question de Antoine FRT dans le chat. Du coup, tu vas à tous les événements du WEC aussi en réserviste? Alors, j'étais seulement à Sao Paulo en tant que réserviste. J'étais bien sûr au Mans aussi parce que je roulais en LMP2, donc j'étais Hmm. sur place. Après, le rôle de réserviste en WEC, il est un peu différent parce qu'il y a la possibilité quand même de rouler à 2 pilotes par voiture. Ouais, bah, c'est ce qui s'est Donc, passé à Sao Paulo. c'est ça exactement, c'est ce qui s'est passé à Sao Paulo. Par contre, du coup, là, à Sao Paulo, je me suis déplacé parce qu'il y avait vraiment que 2 pilotes par voiture. S'il y avait vraiment un souci pour un des pilotes, je devais absolument rouler. Sinon, c'était forfait pour la voiture. Donc, la plupart du temps, je pense que s'il arrive quelque chose et il y a déjà les 3 pilotes hein, prévus pour le week-end, je me déplacerai au moment où le problème arrive et je serai là en backup si jamais il y a un deuxième problème. Mais voilà, c'est surtout ça le rôle de réserviste en week. Et ouais, il y a une question d'Homero 142 dans le chat. Laquelle des trois voitures, donc entre FE, LMP2, Hypercar, tu préfères? Honnêtement, je pense que LMP2, c'est vraiment cool parce que c'est léger, il y a beaucoup d'aéros. J'aime vraiment la LMP2. Après, le WEC, bon, c'est le championnat du monde d'endurance, c'est quand même assez exceptionnel. Il n'y a pas grand-chose qui arrive à ce niveau de ce championnat, hein. Je veux dire, il y a la F1, il y a le WEC, la FE, c'est un championnat du monde aussi. C'est des très beaux championnats, très relevés, avec des grandes marques. Et puis la FE, c'est assez différent comme voiture. C'est vrai que les gens ne se rendent pas compte, mais enfin, tout le monde sait que c'est électrique, mais à piloter, c'est très, très différent par rapport à une voiture classique. Donc, il y a pas de vrai frein, c'est beaucoup la régène du moteur qui nous ralentit, pas de vrai pneus slick, la voiture glisse Oui, beaucoup, pas beaucoup d'aéro, c'est lourd. Donc, mais c'est sympa aussi. Mais je dirais que la P2, c'est celle qui se rapproche le plus pour moi d'une Formule 3, par exemple. Formule 3 entre une F3 et une F2, et puis autant autour, c'est à peu près comme ça. Donc, c'est sympa à rouler. Ok. Évidemment, on est obligé de parler de ta saison en cours actuellement. Donc, tu es en European Le Mans Series, en catégorie LMP2. Tu pointes à la quatrième place du championnat après trois courses, avec un podium et notamment une somptueuse pole position à Imola sur le dernier sur le dernier week-end. Après une saison voilà, 2024 qui a été un petit peu chaotique aux quatre coins du monde, quel est ton bilan de tes vrais débuts en endurance là? Pour moi, mon bilan est plutôt positif. C'est vrai que c'est complètement différent de ce que j'ai eu l'habitude de faire. C'est vrai que l'endurance, on partage la voiture, que ce soit la position du pilote, les réglages, c'est très différent de ce que j'ai l'habitude de faire, mais je me suis plutôt bien adapté. Comme j'ai dit, la LMP2, c'est une voiture qui est très semblable à la F3, F2. En termes de pilotage, c'est assez proche. Je dirais qu'il y a une belle sensation de légèreté quand même pour une prototype et d'aéro. Donc, on peut vraiment pousser fort la voiture. C'est assez sympa. Je pense que l'adaptation s'est faite plutôt naturellement. J'ai bien été accueilli par mon équipe et mes coéquipiers. Donc, on fait du bon travail, on progresse, on va dire, on progresse course après course. On a eu un peu de malchance au début aussi, il ne faut pas se le cacher, on a eu pas mal de malchance, mais notamment au Castellet et au Mans, bon, il y a eu une erreur de mon coéquipier, puis ensuite on a eu de la malchance dans la nuit de la course, mais c'est tellement serré le LMP2 que un tout petit peu de malchance ou des petites erreurs et on perd beaucoup de points. Enfin, tout le monde finit dans le même tour dans toutes les courses. Donc c'est assez impressionnant, c'est une belle catégorie, très compétitive, mais je pense qu'on peut encore jouer quelque chose de bien au championnat. Et bah, enfin voilà, tu l'as dit, on sait que ça peut se jouer vraiment à des détails, à une erreur
d'un autre coéquipier par exemple, mais t'es jeune pilote du groupe Stellantis, donc le groupe automobile derrière Peugeot, Citroën, DS, Maserati aussi. Est-ce que justement Stellantis, Peugeot t'a donné des objectifs à accomplir pour cette année découverte de l'endurance? Pour moi, c'était surtout, je pense, des objectifs d'adaptation à l'endurance, au global. Pas forcément des objectifs de résultats, mais un objectif, voilà, de savoir, c'est vrai que je suis assez grand comme pilote, je fais 1,90 m, donc pour moi, l'endurance, quand, voilà, j'ai mon coéquipier, par exemple, Lorenzo Fluxa, je pense qu'il fait, dans les 1,60 m, autour des 1,75 m, Bah, c'est déjà et très du coup, bien, c'est déjà très bien. non, 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 attention, je critique pas, c'est peut-être moi qui suis trop grand aussi, hein, vous inquiétez pas. Mais, mais non, c'est vrai que du coup, à 1,90 m, dans beaucoup de voitures, je me sens vraiment pas du tout à l'aise. Et j'arrive, enfin, alors, en fait, c'est vrai je pourrais rentrer plus facilement dans les voitures. Par exemple, la Formule E, la plupart des monoplaces, il y a beaucoup de règles de sécurité avec le halo, Hmm. de pas dépasser le halo, de pas être trop proche du volant, de pas. Et tout ça fait que moi, je suis vraiment pas confortable en fait dans les voitures et je dois en plus en endurance trouver un juste milieu pour faire plaisir aussi aux coéquipiers parce que c'est important qu'ils se sentent à l'aise. C'est aussi grâce à mes coéquipiers que je peux gagner une course en endurance. Donc c'était un objectif, voilà, plutôt d'adaptation à l'endurance, travailler avec une équipe autour d'un setup d'une voiture qui est capable d'aller vite en course, surtout parce que la qualif au final c'est important sur certains circuits, mais la course, c'est souvent Hmm. le plus important en endurance, de savoir faire durer les pneumatiques et d'emmener la voiture sur la plus haute marche du podium. J'ai une question de Vettel Spin dans le chat. Comment tu gères la relation avec tes coéquipiers, notamment Mathias Kaiser, qui est un pilote bronze, alors que toi, tu es un pilote platinium, voilà, dans l'élite, on va dire. Est-ce que vous êtes juste coéquipiers ou est-ce que tu lui files un vrai coup de main du coup? Bah, j'essaye de l'aider, bien sûr, c'est important et je pense qu'il attend ça aussi de moi. Il attend que voilà, je regarde les on-board avec lui, que je regarde les acquisitions de données et que je l'aide, que je lui dise qu'il faut changer son style de pilotage à certains endroits, qu'il faut qu'il prenne un peu plus confiance. Je pense que c'est aussi ça, mon rôle aujourd'hui en LMP2 et j'aime bien ce rôle, c'est assez nouveau parce que honnêtement, j'ai que 21 ans, bientôt 22 la semaine prochaine, C'est mais vrai. je reste assez jeune. Donc, pour moi, c'est pas tout à fait naturel d'être leader d'une équipe et en fait de devoir aider mes coéquipiers. Mais ils ont besoin de ça. Et ils ont besoin de ça pour se sentir plus en confiance. Que je leur donne vraiment des conseils, que je les pousse d'aller de l'avant. Et voilà, c'est ça un peu la relation qu'on a. Après lui, enfin, même mes deux coéquipiers ont déjà fait de la LMP2 dans les années précédentes. Hmm. Donc, ils ont ce côté un peu, ils connaissent un peu plus comment ça se passe un week-end de course en LMP2. Donc, moi, je peux apprendre aussi d'eux. Mais eux, ils apprennent aussi beaucoup de moi. Donc, c'est positif. La relation marche bien. On s'entend très bien au global. Donc, on essaye ouais, de se pousser vers l'avant. Ouais, pour répondre au petit débat dans le chat qu'il y a, la classification bronze, silver, gold, platinum, c'est la classification FIA des pilotes. Et par exemple, en LMP2, en European Le Mans Series, il faut forcément un pilote silver, je crois, dans l'équipage. C'est ça, exactement. En catégorie pro, il faut un pilote silver et en catégorie pro-am, il faut un pilote bronze. Ok, donc là oui, Mathias Kaiser qui est un pilote silver et pas bronze. Voilà, Oui, c'est ça. petite correction. Et du coup, voilà, en endurance, contrairement à toutes tes années en monoplace, même en karting, tu découvres le fait de partager ta voiture avec d'autres pilotes. Flusha, c'est un ancien pilote de Freka. Kaiser, c'est un gentleman driver en quelque sorte. Ils ont plus d'expérience en endurance, mais voilà, comment tu gères ça? Enfin, parce que ça doit avoir un petit côté frustrant que le résultat soit pas que le fruit de ton pilotage à toi au final, non? Oui, bien sûr, ouais, c'est sûr que c'est un peu pour ça, ça peut être frustrant parfois. Après, c'est aussi tout l'importance de l'endurance, c'est beaucoup plus un sport d'équipe que la monoplace et on doit faire confiance, à ses coéquipiers. Ils doivent aussi nous faire confiance, et puis c'est toute une équipe, les mécaniciens, les ingénieurs, c'est des courses beaucoup plus longues. C'est l'endurance. Après, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est moi qui fais les qualifications cette année. Hmm. Donc, ça me permet aussi d'avoir un peu le côté où je suis seul dans la voiture, je peux essayer de tout donner, même si parfois les équipes ont plus une vision course. Et du coup, c'est assez complexe d'extraire une bonne performance en qualif. C'est vrai qu'à Imola, j'ai réussi à faire la pole position, notamment parce que la piste était séchante. Et c'est un circuit assez sinueux, Imola. Et la piste séchante a fait que je pouvais plus me montrer que d'habitude, parce qu'en LMP2, il y a le poids aussi du pilote qui compte. Hmm. Et bon, je suis pas très lourd, mais par rapport à mon coéquipier, par exemple, Fluxa, je fais à peu près, on va dire, 8-10 kilos de plus. Ouais. 8-10 kilos de plus, c'est quand même quelques dixièmes en piste
piste, notamment au Mans, mais sur d'autres pistes, c'est un désavantage. Donc, quand la piste est totalement sèche, qu'il y a beaucoup de lignes droites, c'est assez dur d'aller chercher une pole position pour moi en ELMS. Je donne tout en général, mais c'est pas le plus simple. J'essaie de me concentrer sur la course, sur sauver les pneus, être bon dans le trafic. Mais voilà, la qualif, c'est un peu mon moment du week-end aussi pour me montrer. Et du coup, ouais, bah, enfin, je rebondis sur la question d'Homero, c'est quand même gratifiant, j'imagine, de prendre la pole à Imola devant le gratin des pilotes pro, en plus avec une certaine marge. C'était une seconde, enfin voilà, plus de 9 dixièmes et demi d'avance pour être précis. Est-ce que, ouais, quand t'as fait la pole, tu t'es dit, ok, là, j'ai fait quelque chose qui va rester dans les esprits quand même. Ouais, bien sûr, ben j'étais super content moi parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait un tel résultat en sport automobile au final et quand, bah, j'avais l'habitude en tout cas de me battre aux avant-postes en Formule 3, Formule 2 et c'était dur. J'ai passé par des moments hyper compliqués et j'ai eu du mal à, voilà, mentalement l'an dernier c'était compliqué, avec tout ce qui s'est passé, le fait de quitter l'IndyCar et ouais de pas trouver, de volant, de presque rien avoir au final pour cette année. Et voilà, je me suis retrouvé avec cette superbe opportunité de la part de Peugeot. Des situations comme ça, je me dis à chaque fois, c'est mon moment, c'est à moi de me montrer, je me suis fait plaisir et j'ai tout donné. Et le résultat était incroyable à la fin. Enfin, 9 dixièmes d'avance sur une qualif en LMP2, c'était top. Donc j'espère pouvoir le reproduire plus souvent. En tout cas, je donne tout, mais voilà, c'est des bons moments comme ça me fait plaisir et je prends énormément de plaisir au volant quand c'est comme ça. On parlait du fait que en venant de la monoplace, la LMP2 c'était pas trop différent, mais quand même bah voilà, enfin t'as découvert tout plein de choses en endurance. Qu'est-ce qui a été le plus dur en venant de la monoplace pour toi à apprendre à maîtriser? Ouais, le plus dur, je pense que ouais, le fait de partager la voiture, c'est vrai que c'est assez bizarre hein, pour la plupart des pilotes venant de la monoplace parce que on a vraiment l'habitude d'avoir notre voiture, notre setup, notre ingénieur, nos mécanos. Et c'est vrai qu'en monoplace, même quand on est dans une équipe professionnelle de Formule 3, Formule 2, et ben, nos coéquipiers, c'est pas vraiment des, enfin, c'est des coéquipiers sur le papier, mais on veut quand même être devant eux. On veut les battre parce que c'est eux qui sont dans la même équipe que nous, avec la même voiture, et c'est le plus représentatif au final de battre notre coéquipier. En endurance, c'est vraiment rien à voir. C'est vraiment beaucoup plus un sport d'équipe, et c'est une mentalité à avoir. C'est vraiment, faut avoir une différente mentalité. J'aime bien. Moi, je trouve que c'est positif. J'ai jamais eu de problème à m'adapter, à aider mes coéquipiers, à essayer voilà, ouais, de les aider. Donc, l'endurance, ça me convient pour toi. Donc voilà, évidemment, t'es en ELMS, t'es en LMP2, mais on se doute que c'est qu'une étape avant la suite. Ton but, j'imagine, c'est de rejoindre l'élite en hypercar, c'est ça? Ouais, bien sûr, je pense que c'est l'élite de l'endurance. C'est, comme j'ai dit, une des meilleures catégories en sport automobile. En fait, le fait d'avoir été beaucoup bah, en monoplace, quoi, dans la pyramide F1, m'a fait aussi oublier à certains moments à quel point il y a de très belles catégories en sport auto, hors F1. Et au final, c'est vrai que le championnat du monde d'endurance, les 24 heures du Mans, c'est vraiment incroyable. Si des gens n'ont pas eu l'occasion d'aller voir ces courses, c'est vrai que c'est plus accessible que la F1, niveau prix notamment. Même si c'est pas le plus haut niveau du sport automobile, c'est vraiment des courses incroyables. J'adore. Et le professionnalisme, les beautés des hypercars, c'est vrai que, ouais, et c'est pas simple quand on est jeune, on se focus à fond sur la F1, on y croit, on y croit, on y croit. C'est vrai que moi, je pensais avoir une opportunité en F1. Et puis tout d'un coup, j'ai pas eu cette opportunité. Je me suis retrouvé sans rien. C'est compliqué au niveau du budget. Donc, mais voilà, je baisse pas. Enfin voilà, je garde espoir. On sait jamais ce qui peut se passer dans le futur. Et l'endurance, c'est une très belle place. En tout cas, je suis heureux. J'espère atteindre le WEC. Ok. Bah, enfin, je vois pas mal de questions alors sur l'IndyCar, sur l'âge, sur le fait que Théo a performé étant très jeune. On va y revenir un petit peu sur ça. Euh, J'avais envie de revenir plutôt sur en fait le paradoxe un petit peu bizarre qu'est ta carrière. Tu as été champion F2, tu as été le plus jeune vainqueur, tu as longtemps été voilà, troisième pilote F1 de Alfa Romeo Sauber, donc tu as frôlé la F1, puis après tu as une saison quasi blanche en 2024 avec des expériences en Super Formula, en IndyCar où ça a vraiment performé, surtout en IndyCar, avec McLaren. Au final, tu as un programme complet en LMP2 en 2025 avec le soutien de Peugeot, donc j'imagine que ça a été un soulagement quand même, mais est-ce qu'il y a un monde où sans Peugeot, sans Stellantis,
ta carrière, elle serait terminée et tu serais co-commentateur avec Julien Febvre sur Canal. Ouais, c'est vrai que très honnêtement, bah, jusqu'à décembre, ouais, mi-décembre l'an dernier, j'avais vraiment rien. J'avais pas signé de contrat, j'avais rien du tout. J'avais pas d'autre opportunité que l'opportunité de Peugeot. Et en fait, au début, on s'est contacté, j'ai fait les rookie tests de Bahreïn. Ça s'est super bien passé, c'était très positif pour eux, pour moi. On a voulu le faire ensemble. Par contre, après, c'est vrai que Stellantis voulait que je fasse peut-être un programme LMP2, le LMS, pour que je sois bah, prêt à monter dans la Peugeot à tout moment. Euh, voilà, malheureusement, moi, au niveau du budget, c'était pas possible de trouver quelque chose. Donc, ils ont fait un effort, ils m'ont beaucoup aidé. Et c'est clairement grâce à eux que je roule cette année. 100% grâce à eux. Donc, pour moi, c'est un énorme merci, c'est une énorme chance d'être avec eux. Et je sais que ça peut être un énorme tremplin pour ma carrière et peut-être on peut faire de belles choses ensemble. En tout cas, j'espère avoir une opportunité avec Peugeot dans le futur. Il y a une excellente question de Matnock31 dans le chat qui résume tout. Comment c'est possible qu'avec ton palmarès, il n'y ait rien du tout comme solution en dehors de Peugeot du coup? C'est seulement une question de budget du coup? Bah, enfin, moi, j'ai même pas la réponse. J'ai eu, c'est sûr, il y a eu des moments où j'étais proche, peut-être, d'aller en Formule 1 ou quand j'ai fait vice-champion de F2 ou même quand j'ai gagné pas mal de courses à ma première année de F2. Je suis devenu le plus jeune vainqueur de la course longue à Monaco. J'ai fait la pole. J'ai fait des bons résultats. J'avais fait cinquième au final du championnat, ce qui est pas nul hein, pour une première année. Honnêtement, au final, c'est pas nul. Bah Mais Antonelli fait sixième à ton âge quoi. ouais, ouais, bien sûr, c'est ça, exactement. Mais en fait, c'est vrai que c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de fois, le fait d'avoir fait 3 saisons de F2, au final, au niveau de mon image, je ne sais pas vraiment si ça m'a servi parce que, en fait, on oublie forcément l'âge que j'ai assez rapidement parce qu'on se dit 3 saisons, c'est beaucoup. Mais avant, j'avais fait que 2 saisons de F4, dont la première, j'avais 15, ouais, 15 ans dans l'année, donc Ouais. c'est très jeune. Grâce à la Fédé, hein, à la FFSA, on pouvait commencer la F4 aussi jeune. Donc j'ai pris cette voie-là, moi, direct dans le sport auto parce que c'est aussi une question de budget. Ma famille a fait énormément d'efforts, mais ils pouvaient pas, non, enfin, je pouvais pas me permettre de faire 3 saisons de F4, 3 saisons de F3. J'ai dû aller vite. Parfois, c'était un peu de pression, un peu précipité peut-être, mais on peut pas faire machine arrière. Je regrette rien. Et le fait d'avoir fait 3 saisons de F2, 3 bonnes saisons au final. Moi, j'en suis fier. J'ai fait des erreurs, comme j'ai dit, la première, pas mal d'erreurs d'inexpérience, pareil pour la deuxième, mais j'ai fait vice-champion et la troisième, j'ai gagné. J'étais proche de la F1. Ce qu'il a manqué, j'ai toujours pas vraiment la réponse. Je sais qu'il y a beaucoup de pilotes qui ont emmené voilà, des gros sponsors. La F1, ça marche souvent comme ça. C'est quand même le plus gros business du sport automobile. C'est la catégorie reine. Je le comprends. Je suis pas naïf et honnêtement sur ça, je peux pas prendre une décision tout seul. Maintenant, c'est vrai que je vois beaucoup de pilotes avoir leur opportunité et je me dis que ça pouvait être possible. En tout cas, j'en avais les capacités et j'aurais pu au moins essayer si j'avais eu la chance et peut-être j'aurais pas été assez bon. Mais voilà, ça se fait aujourd'hui. On voit des pilotes faire 5 courses seulement, avoir une opportunité. Mais 5 courses, pour moi, c'est énorme. Quand je vois ça, je me dis, ah ouais, si j'avais eu 5 courses, peut-être que j'aurais pu montrer quelque chose et en tout cas faire ma place dans ce milieu. Mais c'est comme ça. Et puis, je reste assez jeune, donc on ne sait jamais ce qui peut se passer. Voilà, je reste prêt ouais, à n'importe quoi. Et, puisque, ouais, enfin, déjà merci pour cette grande explication. Enfin, je trouve ça très. Enfin, t'es assez lucide sur comment ça s'est passé, enfin voilà. Ouais, est-ce que pour toi, avec le recul, est-ce que du coup le meilleur moment où, pour entrer en F1, ça aurait pas été, voilà, après ta première saison de F2 où tu fais cinquième, t'avais 18 ans et Sauber fait le choix de prendre Guan Yu Zhou. Est-ce que ouais, t'as l'impression que Sauber a assez cru en toi en fait?
Bah, c'est assez bizarre parce que c'est vrai que Sauber a cru en moi, énormément du fait de leur aide, que ça soit financière, le fait que j'ai pu rouler en F1 grâce à eux, en essai, en FP1, le fait que voilà, j'ai fait beaucoup de simulateurs grâce à eux, j'ai eu quand même cette exposition médiatique aussi grâce à eux, donc j'en suis très reconnaissant. Maintenant, ils ont pas fait, je pense, le dernier pas, qui était le plus important. Euh, et je pense il a pas manqué quelque chose au niveau de la performance. Ça, j'en suis quasi sûr. Maintenant, je- comme j'ai dit, c'était pas à moi de décider. C'est vrai qu'on voit souvent des pilotes d'autres académies être aidés peut-être par leur propre académie pour essayer d'aller dans une autre équipe de F1. Hmm. Ça n'a pas été le cas pour moi, malheureusement. Je pense que il y avait de la place aussi pour faire ça, mais c'est comme ça. Ouais, honnêtement, quand aussi, pour répondre au fait, comme tu m'as dit, c'est, si je pouvais être prêt, ou en tout cas proche de signer en F1 après ma première saison de F2, moi, je m'en sentais pas forcément capable Hmm. d'aller en F1. Je me sentais très jeune quand j'y repense, hein, surtout au moment présent, j'aurais dit oui, bien sûr, j'aurais signé directement et j'y serais allé. Mais j'ai fait 2 saisons de plus de F2, je suis resté très jeune, j'ai appris énormément. J'ai appris à travailler beaucoup plus, être plus constant dans ce que je faisais en piste, plus professionnel. Et ouais, après ma 3e saison de F2, je pense que j'aurais pu montrer de belles choses en F1. J'aurais pu en tout cas apporter quelque chose à une équipe. J'étais voilà, prêt à tout donner, mais bon, ça après, c'est avec les si, on peut faire beaucoup de choses, mais c'est comme ça. Euh, alors, je rebondis sur une question de Didou Gaming 23 dans le chat. Et par exemple, je reprends l'exemple par exemple de Victor Martins, pilote extrêmement talentueux, qui a été ton coéquipier aussi pendant ta dernière année, sa première année en F2. Euh, qui a été, enfin Alpine ne lui a jamais donné sa chance, on va dire. Il a été, il est parti de chez Alpine et il a directement été récupéré par Williams. Du coup, est-ce que toi, théoriquement, ouais, tu aurais pu avoir des contacts avec d'autres académies de F1 qui auraient potentiellement plus te faire un peu plus confiance et voilà. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses avec d'autres équipes? Bah, moi, au tout début enfin au tout début, on va dire au début de ma carrière en monoplace, je me rappelle avoir fait un rendez-vous avec Red Bull, avec Helmut Marko. J'étais allé en Autriche avec mon manager. Et c'est vrai qu'à cette époque, ouais, j'étais très très jeune, j'avais 14 ans. Hmm. 14 ans quand j'ai rencontré Helmut Marko. Je parlais anglais, mais c'était pas le meilleur des anglais. Mais c'est vrai que quand on y repense, j'avais que 14 ans. Voilà, c'était assez stressant. Mais ouais, Red Bull aurait été assez intéressé à un moment. Je me rappelle envoyer mes rapports de course de F4 française à Helmut Marko. Après, voilà, on s'est un peu perdu de vue parce que quand je suis passé en F4 allemande, j'étais alors c'était US Racing, c'était l'équipe de Gerhard Pungard et Ralf Schumacher qui avaient signé un deal avec Sauber Junior Team, et c'est Hmm. comme ça que le lien s'est fait avec Sauber, qui s'appelait Sauber Junior Team à l'époque, qui s'est transformé en Sauber Academy, et je suis resté dans la Sauber Academy. Mais on ne sait jamais ce qui aurait pu se passer si j'avais été dans une autre équipe de F4, ou alors peut-être j'aurais jamais eu cette tête de Sauber qui m'a permis aussi d'aller jusqu'en Formule 2. Mais bon, il y a aussi eu l'intérêt de la part de McLaren au final quand j'ai Ouais. rejoint l'IndyCar. C'est vrai il y avait peut-être un intérêt pour faire plus. Malheureusement, on ne le saura jamais parce que voilà, ça s'est terminé prématurément. Mais oui, il y a eu de l'intérêt d'autres équipes. Ok, ok. Ouais, enfin, c'est vrai que je repense à Red Bull. Du coup, il y a eu la saison de F4 allemande. Tu bats après une bataille complètement folle, qui moi personnellement m'a fait tomber amoureux des formules de promotion avec Dennis Sauger. Enfin, tu gagnes le titre vraiment sur la ligne. Enfin, c'est vraiment une dernière course de fou furieux. Et du coup, je sais pas, Red Bull ils ont pas dit, purée, bah le voilà notre crack. Je sais pas. Malheureusement, c'est ouais, c'est là la vision des gens, et aussi les décisions qui sont prises. Et c'est comme ça, c'est le destin. Je pense que il y a un moment donné, c'est vrai que moi, après, grâce à ce titre au final de F4, j'ai pu continuer avec Sauber. Moi, sur le moment, je me suis dit, en plus, bon, bah, j'étais en contact avec Fred, ma sœur, qui me félicitait à chaque fois après les bons résultats. Et voilà, à ce moment-là, c'était la bonne Hum, solution. hum. Maintenant, peut-être que dans un autre monde, un autre univers, c'est vrai que
Red Bull, quand j'y repense, et moi, mon point de vue personnel, c'est l'une des seules équipes en F1 qui donne la chance aux jeunes pilotes, Mm. grâce aussi au fait qu'ils aient 4 voitures. Mais c'est un peu le style que j'aime, c'est intransigeant. C'est si tu es assez bon, on te donne ta chance. Si t'es pas assez bon, on te la donne pas. Mais au moins, tu as ta chance en F1 avec Red Bull. Donc, c'est sûr que, on va dire, pour le dernier pas, ça m'aurait aidé. Ouais, ouais. Bon, enfin oui, il y a tellement de choses à dire, mais il y a tellement de choses à dire. J'avais envie de revenir sur quelque chose que je vois souvent sur les réseaux sociaux. À chaque tweet que je fais sur toi, j'explose Twitter. Parce que globalement, il y a bon, évidemment les gens qui disent bah oui, Théo mérite la F1, c'est terrible qu'il soit en LMP2, blablabla. Il y a des gens qui disent, qui réagissent à mon tweet, qui disent ah c'est cool et tout, il y a des choses qui se débloquent pour Théo. Et il y a des gens qui disent, quel que soit le contexte, surcoté Théo, vraiment arrogant et tout, etc. Et c'est en grande majorité des Français. Donc j'avais envie de revenir voilà, sur ça, sur ton image, donc au moins sur celle des réseaux sociaux. Euh, donc ouais, pour moi j'ai l'impression que tu suscites pas mal, enfin beaucoup de French bashing qui est assez gratuit souvent. Donc ouais, arrogant, surcoté, tu mérites pas la F1, voilà j'en passe, c'est des meilleurs. Comment tu expliques cette image que tu peux avoir en France, dont tu arrives quand même à te débarrasser petit à petit, puisque j'ai le sentiment quand même que depuis que tu es hors du monde de la F1, de plus en plus de personnes t'apprécient et te reconnaissent à ta juste valeur, j'ai l'impression. Ouais, bah, c'est vrai que bah, c'est moi ça c'est sûr que ça fait toujours mal quand on a des critiques comme ça. Moi à la fin je reste juste je pense que bah, tu me connais un peu, tu as suivi ma carrière. Après dans la vie de tous les jours, je suis vraiment simple, je suis vraiment je suis pas arrogant, je pense pas. En tout cas, je reste simple, je suis super gentil avec n'importe qui. Donc je fais du mieux possible dans ma carrière. C'est vrai qu'il y a des moments peut-être potentiellement à la télé on ressent les choses différemment, mais non, non, je promets, enfin, je reste vraiment simple, je fais du mieux possible, je fais ma carrière comme, voilà, comme je peux. Moi, je vis, enfin, au final, j'ai vraiment la chance de faire ce que je fais, et ça, j'en suis complètement reconnaissant. C'est grâce à ma famille aussi, notamment, qui a fait énormément d'efforts, de sacrifices. Donc, tous les jours, j'essaye de leur redonner ça. Mais non, non, c'est sûr que les critiques, bon, bah, ça fait mal. C'est vrai, je vois d'autres pays, notamment, je pense bon, à l'Argentine, par exemple, ou les Espagnols. C'est vrai que eux, tu vois, parfois les Je gens, ils vois, sont très ouais. agressifs aussi, mais ils sont à fond derrière leur pilote, même si ils méritent pas de soutien. Parfois, ils font des grosses erreurs ou quoi, mais ils sont à fond derrière. Et c'est vrai que parfois, c'est sûr que c'est sympa de voir ça. Mais bon. Le mieux, c'est de rester honnête. Et c'est vrai que moi, j'aime bien quand les gens sont 100% honnêtes. Donc, enfin, il y a des critiques qui sont très constructives et ça me fait plaisir de voir des critiques constructives. Je suis loin d'être parfait, donc j'essaye de progresser. Comme j'ai dit, je suis encore très jeune, donc j'apprends de tout. Mais ouais, c'est sûr que parfois, ça fait un peu mal. J'avais un petit message de quelqu'un de Feeder Series, de l'équipe de Feeder Series, Jim Kimberley, qui te demande qu'est-ce que ça fait d'être l'un des pilotes les plus souriants et positifs de tout le paddock F2, F3. Et par ailleurs, il te demande quel est le meilleur podcast dans lequel tu es apparu. Oui, je me rappelle du podcast qu'on a tourné. C'était vraiment cool. Mais oui, après, honnêtement, comme j'ai dit, c'est vraiment ma personnalité naturelle. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui m'ont déjà rencontré en vrai. Et même bah là, quand j'étais en vacances, au final, aux Maldives, il y avait des gens qui me connaissaient. Il y avait des touristes allemands, suisses qui me connaissaient. Et à chaque fois, ils me demandaient de faire du kart avec eux. Je refusais pas, je faisais avec plaisir. On faisait 2, 3 sessions de kart ensemble. Honnêtement, non, voilà, c'est ma nature. Je suis souriant comme ça. Et j'essaye d'être toujours dans le positif. Et pourtant, il y a des moments très, très compliqués. Enfin, j'en ai déjà un peu parlé brièvement, mais l'an dernier, honnêtement, voilà, j'étais nulle part, aux oubliettes, alors que j'ai toujours fait des bons résultats dans ma carrière et tout. Il y avait de quoi être vraiment, vraiment triste, mais j'ai toujours, ouais, je veux dire, j'ai beaucoup de chance dans la vie. J'essaye d'être heureux, de tout donner et de croire en moi un maximum. Donc, ouais, c'est ma nature. Euh,
Aujourd'hui, t'as presque 22 ans, du coup, dans une semaine. Voilà, t'es à un souffle de l'hypercar en wake, tu discutes aussi pas mal en Formule E. Quel est ouais, ton regard sur ta carrière et du coup, est-ce que tu te sens aujourd'hui épanoui et fier de ta carrière? Ouais, je me sens fier. Et en fait, ce qui est fou, c'est que ce nouveau départ-là, enfin, j'ai l'impression d'être au début de ma seconde carrière. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais j'ai vécu une première phase de jeune pilote où j'ai appris beaucoup, j'ai fait des catégories de jeunes, j'ai réussi à gagner des championnats, des courses, faire des très bons résultats, vivre des belles expériences. Et maintenant, je repars sur quelque chose de différent où j'ai plus l'étiquette de pilote professionnel. En tout cas, je veux devenir comme ça, je veux devenir professionnel, représenter des constructeurs, faire des championnats du monde, gagner les plus grandes courses du monde. C'est vraiment ce que je veux faire. Donc, c'est ouais, le début d'une nouvelle ère un peu pour moi et j'en suis fier, c'est sympa. Je suis aussi un peu, je me sens plus adulte en fait. C'est vrai que quand j'étais en Formule 3 ou Formule 2, je me sentais plus adolescent, plus jeune, vraiment précoce un peu partout où j'allais. Hmm. Et c'est pas simple parfois. Là, je me sens plus à l'aise. Donc, honnêtement, c'est sympa. Euh, Est-ce que tu as des conseils à ton toi-même du passé ou à d'autres pilotes qui pourraient potentiellement être dans ta situation sur des choses que tu aurais pu faire différemment toi dans ta carrière? Je pense par exemple, ouais, je sais pas, la troisième année de F2 ou alors sauter la formule régionale, ce qui t'a peut-être un peu propulsé très rapidement sous les projecteurs et qui, voilà, t'as mis beaucoup de pression. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu changerais dans ta carrière monoplace? Oui, c'est vrai que ben, en y repensant, oui, on peut toujours améliorer des choses. C'est vrai que le fait d'avoir sauté la formule régionale, c'est quelque chose, c'est une question à laquelle on peut se poser. Après, je pense que ça m'aurait plus aidé pour la Formule 2, peut-être. Pour la Formule 3, je me suis très bien adapté. J'ai fait vice-champion, 3 points derrière Oscar. Rien à redire, hein, ça se joue à quelques détails. J'aurais pu gagner le championnat, mais voilà, j'ai manqué d'expérience au début sur la première course. Après, voilà, la Formule 2, je pense que c'est un peu plus de. Oui, enfin, la F1 me faisait énormément rêver sur la première saison de Formule 2. On en oublie aussi un peu le côté le plus important, c'est de rester calme, de travailler énormément. Parfois, je me suis laissé un peu aller. Voilà. Mais et comment, enfin, je veux dire, c'est l'inexpérience. J'avais seulement 17 ans au début de la Formule 2. J'allais sur mes 18 ans. Hmm. On n'est pas pareil à cet âge-là qu'à aujourd'hui, à quasiment 22 ans. Et enfin, je parle comme si là, j'étais un père de famille, désolé. Mais en fait, j'ai beaucoup d'expérience pour mon âge, c'est vrai, donc, en sport auto. Donc, je peux le voir. En tout cas, je parle de mon expérience. Et pour moi, c'est vrai on n'est pas du tout pareil à 17-18 ans qu'à 22 ans. Et ça fait une énorme différence. Donc, je changerai des choses, ça c'est sûr. Maintenant, quand même, je garde mon parcours, c'est comme ça, j'en suis fier et je continue de l'avant. Et ouais, enfin, est-ce que du coup, avec l'expérience que tu as du haut de tes 22 ans, cet âge presque canonique, est-ce que tu as déjà eu envie d'aider ouais, un jeune pilote en F4? Je reprends la question de Natoon28 dans le chat. Un jeune pilote, et pour le coacher, le conseiller, comme le font par exemple voilà, des compatriotes, Adrien David, Matteo Capietto ou d'autres. Ouais, bien sûr. Bah, moi, en tout cas, ça me dérangerait pas du tout qu'il y ait des jeunes pilotes qui me demandent des conseils, qui me demandent de l'aide. Honnêtement, ce serait avec grand plaisir de pouvoir les aider. Et si jamais ils ont des questions, c'est avec plaisir. Je veux dire, le but, c'est de voir des gens qui méritent réussir, de voir voilà, des jeunes, que ce soit maintenant voilà, des garçons, des filles, réussir. Ça ferait extrêmement plaisir de voir un maximum de Français, en tout cas. Donc, ouais, moi, je suis prêt à conseiller qui que ce soit, en tout cas de mes erreurs pour pas les reproduire. Et ouais, petite question comme ça, est-ce que tu suis toujours les formules de promotion, genre ce qui se passe en F2, en F3, en Freca, en F4? Est-ce qu'il y a ouais, des pilotes que tu suis un peu ou sur lesquels tu te dis, ah purée, celui-là, il peut gros potentiel? Ou ouais, est-ce que tu continues à suivre tout ça? Ouais, bien sûr, je suis beaucoup la F2, F3 parce que la F2, F3, c'est ouais, c'est en même temps que les week-ends de F1, c'est toujours des belles courses en général.
Puis c'est assez récent pour moi. Puis je sais à quel point ces catégories, elles sont vraiment sympas et elles sont super importantes pour la suite d'une carrière. Donc honnêtement, non, je suis beaucoup la F2, F3, je suis beaucoup l'IndyCar. Juste par passion, parce que je trouve que c'est des courses à chaque fois géniales. Et j'y étais l'an dernier, donc je regarde un peu mes anciens coéquipiers, je regarde mon ancienne équipe et aussi les gens que je connais. Donc non, ouais, je suis pas mal le sport auto. Euh, Est-ce que, enfin oui, il y a une petite question de Fab77230. Quel est ton avis sur la nouvelle génération des pilotes français avec Giusti, Gilter, Naël, Deligny? Est-ce que tu as ouais, un conseil que tu leur donnerais? Ben ouais, je les suis, ça c'est sûr. Je vois bien leurs courses. Honnêtement, il y a eu des très belles perfs par les Français cette année. En F3, oui, Naël et Justice, c'était super sympa. Je pense que malheureusement, ils ont manqué de constance. Ouais. Et c'est pas simple, hein, la F3, parce que une mauvaise qualif et le week-end est mort en F3. Donc, il faut toujours être bon en qualif. Je sais pas ce qu'ils vont faire l'an prochain, mais s'ils continuent en F3, ouais, le plus important, c'est de faire une qualif dans le top, je crois que c'est le top 12 en F3, mais surtout gérer le top 10, c'est important, toujours dans le top 10, et ça te permet de marquer des points, d'être constant, et après, il faut faire des belles performances week-end après week-end. Puis pour les Français en F2, j'ai vu que c'était pas simple, c'est assez compliqué entre ouais, les problèmes mécaniques, les erreurs. C'est pas simple, c'est pas simple. Mais la F2, de toute façon, moi de mon expérience, c'est un championnat très compliqué parce que c'est une voiture qui va vite, certes, mais je les vois, les pilotes, que ce soit Victor ou Samy, ils sont capables d'aller vite Mm. avec cette F2. Par contre, c'est les détails, être bon sur les sorties des stands avec les pneus froids, bon sur la rentrée des stands, faire des très bons départs. Les départs en F2, c'est très compliqué, mais ça te fait gagner beaucoup de positions si tu en fais des très bons. Et ouais, une adaptation aux conditions de piste, pas être trop agressif en piste. Mais voilà, après ça, je pense qu'ils savent, ils sont assez grands pour savoir quoi améliorer. Il y a une question, évidemment un petit peu polémique, on va dire, mais je sais que pourtant tu as visité leur usine il y a quelques temps. T'en penses quoi de Mechachrome? Ouais, ouais, écoute, bah, moi j'ai une expérience pas exceptionnelle, mais bon, je pense que tout le monde l'a vu en 2022. Pas simple du tout pour moi avec les moteurs. Est-ce que c'était de la malchance ou autre? Moi je suis seulement pilote, je suis pas ingénieur, je suis pas mécano, je suis pas organisateur du championnat de Formule 2, mais ouais, non, 2022, j'ai eu quand même des sacrés soucis. Et honnêtement, ça m'a coûté très cher au championnat. Ça a failli me coûter la deuxième place même. Mm. J'ai eu de la chance que derrière, c'était très loin d'être constant aussi entre Lawson, Sargent et il y avait Douane. Mais bon, ouais, ouais, j'ai eu combien? Peut-être quatre problèmes moteurs, peut-être quatre liés au moteur et un cinquième lié à autre chose, je crois. Mais ça coûte énormément de points et surtout mentalement, après, on n'y est plus. Et mes résultats, c'était en temps de scie. Donc, c'était une victoire, une 20e place, une victoire, une 20e place. C'était pas bon. Donc, ouais. Non, après, Mecachrome, oui, j'ai visité l'usine. Après, c'est une très belle usine de moteurs. Je peux comprendre que ce soit un travail très compliqué aussi d'avoir 30 moteurs F3, 20 ou 22 moteurs F2. Ils sont pas tous ex aequo, ça peut arriver. Je pense que ça ne va pas être si simple, même si le but, quand même, c'est que tout le monde ait le même matériel, surtout dans ces catégories-là. Je pense que c'est quand même la base. Donc, après, est-ce qu'il y a des réelles différences? Moi, honnêtement, j'ai jamais su à 100%. Je savais juste que parfois, quand on avait un moteur neuf, on était assez content et que ça marchait beaucoup. Après ça, les moteurs neufs, en général, dans le sport automobile, c'est toujours mieux d'avoir un moteur neuf, c'est toujours plus frais, tous les composants marchent mieux. Bon, je pense que les gens suivent la F2 et voient aussi un peu qu'il y a parfois des différences, mais bon, c'est comme ça. J'avais envie un peu de parler du futur, parce qu'on a parlé du WEC, on a parlé de la FE, donc ça serait potentiellement ouais, un possible double programme de pilotes professionnels. Quand est-ce que tu penses avoir des informations officielles à nous dévoiler pour 2026? Eh ben, j'espère très prochainement. J'espère très prochainement. En tout cas, c'est vrai que la Formule E,
Ça a l'air compliqué parce qu'il y a quand même beaucoup de pilotes qui restent dans le championnat Mm. sur plusieurs années. C'est un championnat de pilotes d'expérience. C'est vrai que les équipes font confiance plus à des pilotes qui ont déjà fait pas mal de saisons pour tout ce qui est procédure, management de la batterie pendant les courses. C'est quand même un style de course complètement différent. Rien à voir avec l'endurance, rien à voir avec la monoplace. L'endurance et la monoplace, c'est quand même plus proche. Le WEC, je pense que c'est l'objectif. Je croise les doigts, mais j'espère avoir des bonnes nouvelles à annoncer prochainement. C'est bien ça, c'est bien ça. On a parlé du WEC, de la FE. Est-ce que tu as encore quand même, un petit peu innocemment ou naïvement, je sais pas, est-ce que tu as encore la F1 dans un coin de ta tête ou t'es passé à autre chose et puis on verra si ça se fait un jour, mais voilà, t'es passé à autre chose. Moi, je suis prêt à tout au final dans ma carrière parce qu'il s'est tellement passé de choses dans ces 2 dernières années Ouais, c'est sûr. que je suis pas à l'abri qu'on m'appelle pour faire autre chose du jour au lendemain. Donc, je suis très heureux avec Peugeot. Je pense que c'est l'opportunité pour moi parfaite pour pouvoir me montrer, pour pouvoir avoir là aussi la pression d'un constructeur et faire des bons résultats. Donc, j'espère pouvoir faire ça. On verra dans le futur, mais la F1, c'est toujours bien sûr un rêve, hein, pourquoi pas, hein, ça reste la Formule 1, donc on verra dans le futur. Il y a quand même pas mal de pilotes qui ont eu des carrières un peu pas normales, on va dire, Ouais. dans le sens où, par exemple, Brandon Hartley est allé en F1 assez tard aussi, il a eu sa chance tardive en venant de l'endurance. Nick De Vries en venant de la FE, qui est au final quand même très différent de la F1. Mm. Mais il a eu sa chance en F1 en remplaçant un pilote et voilà, je pense qu'être pilote de réserve de F1 serait quelque chose de sympa pour moi. J'espère pouvoir l'être peut-être dans le futur. En tout cas, ça, je ferme pas la porte. Ok. Ouais, il y a des questions plus spécifiques, puisque voilà, il y a Peugeot enfin Peugeot, ouais, qui tease pas mal l'arrivée de Nick Cassidy. Est-ce que toi, ça peut changer des choses pour toi, pour ton avenir à toi sur 2026? Ouais, j'ai rencontré Nick, moi, j'étais au simulateur il y a quelques temps et j'ai rencontré Nick Cassidy. Ouais, je sais qu'ils voilà, ils ont un peu annoncé déjà qu'il était. Bon, ils ont fait un petit post avec lui sur les réseaux sociaux. Mm. Mais ouais, non, je pense que ça change pas grand-chose pour moi. Et Nick Cassidy, je pense que c'est un pilote assez sérieux, très pro, très rapide en Formule 1. En endurance, je crois qu'il en a fait il y a un petit bout de temps, si je ne me trompe pas, mais il n'a Sûrement. pas fait de WEC. Mais voilà, on va voir. Moi, ça ne devrait pas changer quelque chose. Et oui, petite question. Alors, bon, en 2020, enfin, est-ce que tu commences déjà à être pilote professionnel dans le sens où est-ce que maintenant que tu es jeune pilote Peugeot, est-ce que tu es déjà rémunéré ou tu dois encore apporter un petit peu de budget? Comment ça se passe cette année? Comment ça pourrait se passer potentiellement en 2026 aussi sur ce côté-là? Ouais, et c'est une très bonne question. Je pense que moi, c'est la première année où je suis rémunéré en tant que pilote. Donc, c'est vraiment bah, déjà, je suis super content et super heureux d'être rémunéré pour être pilote. C'est juste déjà, de base, c'est une passion. Bah oui. Je sais que c'est énormément de travail. Au final, quand on est pilote professionnel, il y a beaucoup de simulateurs, beaucoup de séances de sport. On voyage beaucoup, on doit être très performant en piste. Maintenant que je suis professionnel, vraiment, la moindre erreur. Et pas bien. Mais ouais, avant ça, bah oui, j'avais quand même McLaren un peu en IndyCar qui m'a rémunéré un petit peu. Donc pour moi, c'était ma première rémunération, c'était avec eux. Et puis avant, c'était plus voilà, une aide financière pour rouler de la part de Sauber, pour rouler en Formule 3, Formule 2. Mais il n'y avait pas de rémunération, donc c'est pas simple. C'est sûr que bon, moi j'étais très content de rouler. Mais bon, il y a un moment, c'est vrai que je deviens, comme j'ai dit, hein, c'est vrai que je reste un humain classique, je dois vivre, je dois travailler, c'est un peu mon travail maintenant, et je dois être rémunéré et je dois vivre. Donc non, je suis content. Putain, ça doit changer la vie après toutes les années en formule de promotion, mais enfin, c'est très chouette, c'est super cool. Bien sûr, bien sûr. Bon, évidemment, on doit l'évoquer. T'en as un petit peu parlé aussi de l'IndyCar avec McLaren. Ça s'est fini par un remplacement en cours d'année par le pilote payant, enfin, on est obligé de l'appeler comme ça, Nolan Siegel. Malheureusement, beaucoup d'équipes d'IndyCar fonctionnent comme des équipes de formule de promotion, j'ai l'impression, avec, bah, il faut amener du budget.
actuellement, aujourd'hui, on a vu que tu es désormais épaulé par Simon Pagenaud, champion IndyCar, vainqueur de l'Indy 500. Je refais pas tout son palmarès, mais c'est pas n'importe qui, et c'est un Français. Est-ce que un retour aux États-Unis pour toi c'est possible en 2026, même avec ce qui pourrait se passer avec Peugeot, que ce soit en IndyCar, que ce soit en IMSA aussi, l'endurance nord-américaine. Est-ce que voilà, tu peux revenir aux États-Unis prochainement? Pour moi, ça peut être super intéressant. C'est vrai que mon passage en IndyCar a été assez court, hein, mais vraiment, j'ai apprécié énormément ce championnat avec des voitures qui sont très performantes. C'est des monoplaces, une compétitivité énorme hein, dans ce championnat. Et non, j'ai très apprécié. Malheureusement, il s'est passé ce qui s'est passé. McLaren a eu ses raisons. Honnêtement, après coup, je comprends mieux. Mais c'est vrai que ça a été compliqué parce que moi, je suis arrivé en IndyCar, j'avais eu zéro essai. J'ai beaucoup galéré physiquement aussi parce que la voiture est très très dure à conduire physiquement. J'ai pas eu de temps de préparation. On m'a appelé vraiment à la dernière minute pour que je roule à Long Beach. Et puis ensuite, j'ai roulé à Barber. Et puis ensuite, ils ont voulu continuer avec moi. Et après, on a arrêté. Mais je trouve que mes performances, elles étaient plutôt positives pour le peu d'essais, parce que c'est des circuits que je connaissais pas du tout, des pneus, c'est un autre style encore hein, que l'Europe. Donc, non, mais c'était une superbe expérience. Un retour possible, pourquoi pas dans le futur, honnêtement. Je ferme pas la porte à l'IndyCar parce que, comme j'ai dit, j'ai énormément apprécié. L'IMSA peut être intéressant aussi pour moi de faire un peu de voilà pourquoi pas, c'est vrai que les 24 heures de Daytona ça m'attire aussi énormément. C'est une très très belle course. Il y a, en IMSA, l'avantage c'est qu'il y a voilà, des équipages de 4 pilotes à certains moments, donc ça laisse une opportunité en plus. On verra de quoi l'avenir est fait, mais c'est vrai qu'avec Simon, je pense qu'il peut énormément m'aider pour le côté américain. C'est pour ça aussi que j'ai voulu travailler avec lui. Il y a une question assez amusante de Thiego dans le chat. Est-ce que tu sais si McLaren IndyCar du coup avait prévu du merch à ton nom? Je t'ai vu une fois avec une casquette McLaren pour cher et je crois pas qu'elle ait été mise en vente. Ce merch est collector. Oui, c'est vrai, honnêtement. J'avais du merch, j'avais une casquette, je crois que d'ailleurs mon père l'a acheté. Et il l'a acheté à la limite. Il y a une casquette bleu, blanc, rouge, en fait, McLaren, Arrow McLaren. Donc elle était belle et j'ai même pas eu le temps de la mettre en plus. Donc j'étais un peu triste. Mais casquettes et puis même au final les petites voitures qui sont vendues sur les stands pendant les courses d'IndyCar avec mon nom dessus et tout. Mais bon, ça fait partie de la vie, hein, du sport auto. C'est triste. C'est vrai que honnêtement, quand on m'a appelé, qu'on m'a annoncé, je devais prendre l'avion en plus le lendemain. Hein. Je devais prendre l'avion le lendemain matin pour San Francisco et pour aller à Laguna Seca. Et l'équipe m'a appelé au final 10 minutes avant que le communiqué de presse sorte. Et c'est vrai que bah, ça a été un choc un peu pour moi parce que j'étais prêt à tout donner. Je sentais que ça allait être un bon week-end. Laguna Seca, c'est un circuit que, en tant qu'Européen, on connaît plus grâce aux jeux vidéo, grâce à la légende du circuit. Et j'avais fait du simulateur, je me sentais prêt. Et je me suis dit, là, ça y est, ça va être le premier week-end où je vais pouvoir faire une très belle performance. Et bon, bah, tout s'est arrêté avant. Honnêtement, sur le moment, je leur en voulais un peu. Euh, Là, je leur en veux pas vraiment après coup. Je veux dire, c'est comme ça, c'est la vie. J'étais triste, mais voilà, j'ai ma nouvelle opportunité et un nouveau départ pour moi. Et ouais, du coup, comment ça se. Enfin, t'es toujours un petit peu en lien avec McLaren potentiellement enfin, voilà, sans vouloir tirer sur l'ambulance, c'est pas forcément évident actuellement pour Nolan Siegel. Est-ce que potentiellement, voilà, pour cher McLaren, ça peut se refaire à l'avenir? Enfin, moi, je les connais très bien, hein, du coup, parce qu'on avait tissé un peu des liens assez forts, notamment la façon enfin, je suis arrivé vraiment de dernière minute. J'ai fait une très belle première course, et puis toute l'équipe m'a vraiment apprécié, hein, surtout les mécanos, les ingénieurs. Et je suis retourné les voir à l'Indy 500 cette année, et ils étaient tous fous de me voir parce qu'ils ne s'attendaient pas du tout à ce que je sois là. Et je suis rentré dans l'équipe et vraiment, il y avait une superbe ambiance. Donc, j'apprécie tous les gens qui travaillent là-bas. J'ai eu l'occasion de croiser Zach Oman. Bah, il Mhm. était présent pour United et McLaren. Donc, je l'ai croisé dans le paddock. On a parlé 5 minutes parce que voilà, je l'apprécie aussi et on avait une bonne relation. J'ai croisé Tony Kanaan qui maintenant dirige l'équipe Arrow McLaren à Indy 500. Donc, non, je les connais très bien. Hein. Pour moi, c'est un peu ma famille aux États-Unis parce que c'est les seules personnes avec qui j'ai passé beaucoup de Mhm. temps là-bas. Et bien sûr que pour moi, c'est sûr que ça reste une opportunité pour le futur.
McLaren, enfin en tout cas l'IndyCar surtout, parce que l'IndyCar est de très belles équipes. Je connais bien aussi quelques personnes, moi chez Chip Ganassi, c'est des bonnes personnes aussi. Et puis dans le paddock en général, c'est vrai que je connaissais un peu de monde après 5-6 courses. Donc pourquoi pas, on verra dans le futur, mais c'est sûr que c'est dans un coin de ma tête. C'est un championnat dans lequel en tout cas j'aimerais au moins retenter ma chance Hmm. peut-être. Et l'Indy 500, c'est une course qui est incroyable. Donc celle-là, j'aimerais bien la faire une fois dans ma vie au moins. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, je pense qu'on va se diriger petit à petit vers la fin du live. Ouais, il y a une question sur la Super Formula. T'as fait une course et puis on t'a plus revu. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui s'est passé? C'était pas le bon moment? C'était juste, ça devait pas se faire vraiment. Et au final il y a eu de meilleures choses ailleurs avec McLaren en Indy. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, ce qui s'est passé, c'est assez clair. Au final, j'ai, euh, j'avais vraiment pas de programme pour l'année 2024. Voilà, j'étais un peu perdu, mais oui, pour l'année 2024, j'avais pas de programme précis. Il y a cette place en Super Formula qui se libère. Pour moi, c'était une bonne opportunité. Malheureusement, c'est vrai que de une, j'avais vraiment zéro aide au niveau du budget, c'était hyper compliqué. Moi, de mon côté, j'avais zéro budget. Donc, voilà, Sauber m'a un petit peu aidé pour cette course de Super Formula. Après ça, je savais que je ne pouvais pas continuer parce que voilà, j'avais vraiment, il fallait financer hein, la saison en Super Formula. Et à ce moment-là, j'ai McLaren qui m'appelle pour faire voilà, la course de Long Beach et remplacer David Malukas qui est toujours blessé. Et pour moi, c'est une opportunité en or. Je me dis qu'il faut absolument la faire. Et en plus, Long Beach, c'est un circuit qui me parle. C'est un Hmm. des circuits les plus mythiques du calendrier. McLaren, pour moi, quand Zach m'a contacté, je me suis dit c'est irréel. C'est un truc de fou. C'est direct Zach qui me contacte. Donc, j'ai dit là, c'est parfait. Il faut que j'y aille. Et ouais, ça s'est fait comme ça. Et ensuite, ils m'ont proposé un contrat longue durée qui n'était pas malheureusement de longue durée. Mais c'est comme ça, c'est comme ça. Mais cette opportunité, elle était en or de la part de McLaren et je les remercie encore. Ça m'a permis quand même de me montrer aux États-Unis et ça m'a permis de me montrer quand même au global, même à Stellantis. Au final, je pense que j'ai pu faire quelques courses dans un championnat super relevé. Hmm. Hmm. Et peut-être que grâce à ça, ils ont pensé à moi aussi. Donc, ça, c'est top. Une question sympa de Natoon28. On t'a vu apparaître dans Rally Club sur Canal. Est-ce que à l'avenir, et je crois que t'aimes vraiment bien le rallye, est-ce que à l'avenir tu aimerais tester le rallye et plus largement un peu toutes les catégories possibles, Dakar, GT, NASCAR, Rallycross, etc. Ben oui, honnêtement, le rallye, moi, c'est mon père qui est un grand fan de rallye. C'est vrai que moi, j'adore le rallye aussi. Hein, c'est vraiment exceptionnel. Ma voiture actuelle, je pense que ça va parler à beaucoup de monde. Alors, je pense que Peugeot va pas être très content, mais j'ai pas eu. Faudrait que je demande une voiture de On fonction attend la voiture de de Peugeot. fonction, hein. Ouais, exactement, c'est bon, je vais leur demander la voiture de fonction, mais là actuellement j'ai une Toyota Yaris GR, donc c'est une très très bonne voiture, une petite voiture de rallye pour les connaisseurs, donc c'est exceptionnel, j'adore ça. Je fais attention sur la route quand même, mais parfois c'est vrai que c'est une bonne voiture pour s'amuser, donc c'est vraiment top. Voilà, après il y a une catégorie qui m'intéresse pas mal, c'est vrai que c'est le NASCAR, alors ça peut paraître assez fou, mais c'est vrai que le NASCAR, en étant allé aux États-Unis, c'est vrai que j'ai eu l'occasion de faire du simulateur du coup chez General Motors pour l'IndyCar parce qu'on était motorisé Chevrolet Mm. avec McLaren et on était juste à côté des locaux de Hendrick Motorsport pour les connaisseurs de NASCAR, une des équipes les plus légendaires de NASCAR et incroyable, vraiment incroyable, des locaux digne d'une équipe de Formule 1, mais du top 3 Formule 1. Du coup, je me suis dit, c'est vraiment impressionnant pour des voitures qui, pour nous semblent être assez basiques et qui vont pas très vite sur un circuit routier au final. Par rapport à une F1, c'est nettement moins vite, mais c'est d'une beauté vraiment incroyable et d'un professionnalisme fou. C'est vrai que c'est un championnat hyper populaire là-bas, il y a des sponsors énormes. C'est vrai que, en tout cas, j'aimerais bien essayer une voiture de NASCAR. C'est vraiment un de mes rêves, au moins d'essayer. Faire le championnat, je sais pas, mais c'est vrai que ouais, j'aimerais bien essayer. Putain, ça serait exceptionnel. En tout cas, là, les gens sont hype, hein. Dans le chat, les gens sont hype pour te voir à Daytona, en tout Je cas. vois ça. Justement, on parle de NASCAR, j'en profite pour prendre une des questions dans le chat. Quel est ton film Cars préféré? Un, 2 ou 3? Et moi, c'est Cars 1. Hein. Le Cars 1, il m'a marqué. Il m'a marqué en étant petit. Vraiment, il m'a parfois fait mal au cœur,
mais c'est un superbe film. Donc, Cars, je pense que presque tous les pilotes aujourd'hui, ils ont dû regarder Cars en étant Ouais. petits. Ça donne envie Mm. de devenir pilote, c'est incroyable. Ouais, ouais. Bon, moi je suis plutôt 3 et je sais que je suis moins. Je suis pas dans l'opinion populaire, mais bon, de toute façon, les 3 sont très très bien. Attends, attends, je tente de voir. Est-ce qu'il y a une histoire derrière le sponsor Intermarché que tu avais toujours? C'est vrai qu'à l'époque, en F3, F2, on te. Enfin voilà, c'était toujours assez drôle. Souvent, il y a des sponsors un petit peu tout et n'importe quoi. Et sur ta voiture, il y avait un sponsor qu'on connaissait, que tout le monde connaissait en France, qui était Intermarché. C'est quoi l'histoire derrière ça? Eh ben, Intermarché, l'histoire elle est assez simple. C'est que mon père, en fait, est patron d'un Intermarché, un seul supermarché, hein, pas de la marque. Hmm. Mais ouais, il est patron d'un Intermarché. Et grâce à lui, bien sûr, j'ai beaucoup fait en sport auto grâce à lui, mais j'ai beaucoup fait aussi grâce à des amis qu'il a contactés de chez Intermarché. Il y a eu notamment aussi sur ma voiture Rodi, qui sont les centres auto Intermarché. Ouais. J'ai eu une belle collaboration avec beaucoup de patrons de centres auto Rodi qui m'ont financé aussi. Donc, c'était en fait, bien sûr, de l'aide. En fait, c'était grâce à mon père, bien sûr, parce que c'est grâce à lui qu'il a contacté un peu tout le monde. Et donc, on en est arrivé là. On a posé le Intermarché sur la voiture. Ça nous paraissait logique. Et non, c'était sympa. Et pour moi, pour mon père, ça, bien sûr, ça avait une symbolique assez forte. Ouais, mais ça, en plus, ça arrive souvent et ça arrivera même pour les plus jeunes pilotes qui arrivent. Hein, enfin, voilà, c'est assez courant ce genre de choses. Mais c'est vrai que cette collab Théo Intermarché, c'est vrai que c'était quelque chose. Je tente de remonter un petit peu les questions parce que je me doute que j'ai pas pu donner vraiment toutes. Enfin, j'ai pas pu vraiment poser toutes les questions qui étaient dans le chat. Ouais, pronostic Théo qui sera champion du monde de F1 cette année. Champion du monde de F1 cette année, je ne sais pas si ça va durer jusqu'au bout ou pas, parce Hmm. que c'est vrai qu'il gagne, on va dire, c'est un coup Norris, un coup Piastri, un coup Norris, un coup Piastri. Bon, ce qui est sûr, c'est que ça sera un des deux, ça sera pas quelqu'un d'autre, parce que ils ont clairement la meilleure voiture. Il n'y a pas de débat là-dessus, mais en fait, moi, la grande qualité de Piastri, pour moi, c'est son sang-froid, le fait que alors, ça peut être un défaut aussi parfois hein, de manquer un peu voilà, il faut mettre un peu d'agressivité parfois, il faut être un peu comme Verstappen au final dans des moments clés. Je pense qu'il va falloir être comme ça à la fin du championnat Hmm. et il y a une chose sur laquelle je trouvais que c'était proche déjà en Hongrie, c'était l'accrochage. Il y a un moment donné, je pense que les deux McLaren, elles vont devoir y aller un peu au contact parce que euh, enfin, c'est un titre de champion du monde de F1 qui est sur la ligne et je pense qu'il n'y a pas de réelle amitié à un moment donné. Ça va forcément se froisser. Je sais que McLaren ne veut pas ça. Je sais que les deux ne veulent pas forcément ça, mais il va falloir y aller. Et alors, Piastri, il a énormément de sang-froid. Je pense que dans des moments stressants et tout, ça va l'aider. Norris, lui, il a une pointe de vitesse quand même qui est assez forte. Et bon, on parle de Norris, il a plus d'expérience en F1 aussi, donc à voir. J'ai du mal à me prononcer, honnêtement, j'ai du mal à me prononcer. C'est vrai que si Piastri gagne, c'est vrai que j'ai couru face à lui. Bah, c'est la classe J'ai pour fait, toi. ouais, c'est vrai, j'ai fait qu'à 3 points de lui en F3. En F2, bah, c'est vrai que il a dominé la fin de championnat. Moi, je m'étais cassé le poignet au milieu du championnat, donc j'ai un peu galéré physiquement à Silverstone, tout ça. Mais j'avais fait cinquième, pas trop loin de lui, donc ouais, ça me ferait plaisir de voir gagner. Là, tu as reparlé de ta fracture au poignet en 2021. Si, alors, on n'a peut-être pas l'air de se diriger vers ça, mais voilà, si tu retournes en Formule, enfin, si tu arrives en Formule E, tu retrouveras ton grand ami Dan Ticktum. Un commentaire? Ah bah ouais, il performe bien, il performe bien en tout Hum, cas, hum, hum. ça c'est une certitude. La seule chose que je peux dire c'est que ouais, il performe bien. C'est vrai que cette équipe, j'ai eu quelques contacts avec cette équipe avant le début d'année. Ça s'est pas fait parce que c'est vrai que c'était un peu dans un rush et ils avaient déjà les moteurs Porsche, Beckman qui faisait pas mal de développement avec Porsche et donc ils ont choisi Beckman. Mais non, TikTok, bon. C'est pas mon meilleur pote, quoi, on va dire. Non, et c'est vrai qu'il commence à s'améliorer TikTok. Hein, voilà, faut pas non plus rester sur des images d'il y a quelques années, parce que c'est vrai que c'était quand même un phénomène à l'époque. Une question de Natoon28, on te voit de plus en plus sur les réseaux. Est-ce que tu penses à l'avenir être plus présent sur TikTok, voire carrément sur YouTube à la Boccolacci?
Alors honnêtement, c'est vrai que ça bon, moi, j'essaye de partager un peu ce que je fais, de montrer un peu aux gens, mon quotidien, voilà, ouais, d'essayer de montrer ça. Je pense que c'est important aussi, de pas montrer seulement le côté pilote et de montrer aussi que, bah, je peux faire des choses tout à fait normales. Là, juste avant l'interview, j'étais en train de faire un tennis avec un pote, donc voilà, je peux Il faire est comme n'importe quoi, nous, hein, regardez, il tennis. est humain. Eh, vous inquiétez pas, je fais rien de fou. Non, j'ai fait voilà, aujourd'hui, j'ai fait du sport, j'essaye de faire encore du sport. Quand je fais pas de la préparation physique, pour m'amuser, je fais du sport. Donc, je suis quelqu'un qui adore le sport, mais ouais, sur les réseaux sociaux, j'aime bien montrer mon quotidien, de montrer des choses simples. Et YouTube, ça m'intéressait en fait à un moment. Je vais peut-être me lancer, je vais voir, mais de faire des vidéos plus longues, d'essayer de. Je pense qu'il y a tellement de choses intéressantes à montrer dans mon quotidien, notamment là, avec tout ce que je fais cette année. C'est vrai que je fais beaucoup de simulateurs, de différents simulateurs, je voyage énormément, montrer un peu aussi la complexité de passer d'un pays à un autre, parce que par exemple, là, j'étais au Brésil avec Peugeot en tant que pilote de réserve. Le lendemain, à Oui. 6h30 du matin, je me suis levé avec 6 heures de décalage horaire pour aller en Formule E à Berlin, pour rouler. Ça, c'est des choses intéressantes de voir un peu comment je gère ces choses-là, mais c'est à voir. Mais ouais, j'aime bien. Il y a une question du début de live dont je viens de me souvenir. Est-ce qu'aux Maldives, sur le circuit, tu as signé le record de la piste? Alors, il me semble que j'ai fait le record du mois, mais j'ai pas fait le record de la piste. C'est vrai que j'étais à fond partout. En fait, il y a une limite les cartes sont un peu limitées parce que alors les Maldives, c'est vrai qu'il y a un circuit, c'est beau, mais il y a quand même des arbres un peu partout. Il y a beaucoup de nature, c'est très beau. Le circuit de cartes de base, il est pas là, il est pas censé être là. Ils ont fait un beau circuit de cartes avec des cartes électriques en plus, donc tant mieux. Ça préserve la nature, mais il y a des arbres un peu partout, donc ils ont limité la vitesse et j'étais quasiment à fond partout. Et je crois que le record, il était tenu par un jeune pilote de kart qui a 13 ans, il me semble. Donc je pense qu'il faut que je perde un tout petit peu de poids et je serai bon. Mais bien sûr, le jeune pilote de kart de 13 ans, assez léger, et je pense qu'il m'a battu, mais de 2 dixièmes, je crois, un truc comme ça. J'arrivais pas à trouver, hein, j'en ai fait des sessions pourtant, je trouvais des centièmes, des millièmes. Malheureusement, non, je pouvais pas. Aïe aïe aïe, on a trouvé plus grand rival que Oscar Piastri pour toi. D'ailleurs, ouais, petite question, quel est en tout cas ouais, le pilote le plus coriace contre lequel tu as pu rouler dans ta carrière? Le plus correct, honnêtement. Coriace, coriace. Ah, Corias, pardon. J'ai pas. Ouais, plus Corias. C'est une bonne question. Honnêtement, il y en a des pilotes coriaces. Moi, c'est vrai que à chaque fois, sur chaque saison où je roulais, on va dire, j'essayais d'analyser chaque style de pilotage des pilotes. Et quand j'arrivais derrière un pilote ou quand il arrivait derrière moi sur la piste, je savais à qui j'avais affaire et ce que je devais faire. Parce qu'il y en a, c'est vrai qu'il y a certains pilotes, malgré une défense musclée et agressive, ils y allaient quand même et ça finissait mal. Donc, Ouais. il faut toujours savoir doser. Et il faut savoir ouais, les laisser un peu parfois passer, laisser un peu de temps et redoubler plus tard. Après, de mémoire, là, j'en ai pas vraiment. Bon, c'est vrai que Titoum était assez agressif. Lawson, c'est pas trop mon meilleur pote, hein. Sur ça aussi, je pense qu'il était assez agressif. Bref, il y en a eu hein, comme ça. Tiens, une question assez amusante de Julien Ndiaye. C'est qui la personne, en dehors de moi, la plus connue dans ton répertoire téléphonique? Bonne question. Dans mon répertoire téléphonique, j'ai Fabio Quartararo que je Ah, pense c'est... qu'il. Oh, ah là, on a perdu Théo, on a perdu Théo, on a perdu Théo. Eh bien, je ne sais pas pourquoi. Théo est revenu. Hop, hop. Voilà. Est-ce que tu m'entends? Ouais, tout est bon, tout est bon. C'est bon, parfait. Ouais, donc je disais Fabio Quartararo, qui est de ma région, que je suis énormément, qui est pour moi, je pense, un des top 3 top 2 meilleurs pilotes de moto Hmm. GP. Et bon, j'espère qu'il va pouvoir regagner un jour un championnat. Après, et de mémoire comme ça, c'est dur, mais je pense que j'ai Teddy Riner. Teddy Riner, c'est quand même. Eh, c'est pas Teddy mal, Riner, ouais. Teddy Riner, en plus, je l'apprécie énormément. Je l'ai rencontré plusieurs fois. Et j'ai une photo avec lui. Je l'ai rencontré une fois quand j'avais 8 ans à l'aéroport de Paris, vraiment aléatoire, comme ça. Et une fois, on s'est revus plus tard. C'était en 2021, si je ne me trompe pas. Et bon, bah, Teddy Riner, ouais, pour moi, c'est inspirant. J'aimerais bien être comme lui.
ancien manager d'Alessandro Giusti, hein, pour l'anecdote complètement random, mais voilà. Ouais. Attendez. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas encore, hein, sur les questions, parce que moi j'en ai presque plus de mon côté. Le prochain pilote français en F1, si c'est pas toi. Bah, ça, c'est Hmm. c'est une sacrée question, honnêtement. Bon, je pense que ça dépend vraiment des opportunités. Il faut être là au bon moment et il faut vraiment performer au bon moment. Donc, je pense qu'un pilote, un jeune pilote talentueux, il y en a beaucoup des jeunes Français talentueux. Il faut arriver en F2 dans une bonne équipe, performer. Et après, comme je dis, il n'y a pas vraiment. Enfin, sans me jeter des fleurs ou quoi que ce soit, mais c'est vrai qu'avec moi, malgré le gagner des titres, gagner le titre de F2, faire des belles performances, même sur les années précédentes en F2, il n'y a aucune garantie d'aller en F1. Donc, j'espère en tout cas qu'il y aura de nouveaux pilotes français. Pour ma part, on verra. J'espère, pourquoi pas avoir une chance dans le futur. En tout cas, pour moi, je pense que ça doit passer par continuer à briller dans des beaux championnats. Et je pense qu'il y a des gens qui n'oublient pas aussi que je reste jeune. Et moi, je ne me focus pas que sur la F1, bien sûr, hein. Ça reste un rêve dans un coin de ma tête. Et si ça devait arriver un jour, je donnerai tout. Et du coup, par exemple, bon, toi, t'as déjà roulé aux 24 heures du Mans, tu les as terminés en plus les 24 heures du Mans, t'as déjà gagné à Monaco en F2, certes, et du coup, tu préférerais quoi, gagner Le Mans ou gagner Monaco? Euh, je pense que très honnêtement, je préférerais alors Monaco en F1 ou Le Mans en hypercar. Je dirais Le Mans en hypercar parce que je l'ai vécu et c'est vraiment tellement compliqué comme course. Il peut tout se passer, on est sous contrôle de pas grand-chose au final. Une pièce qui casse et on a plus notre destin en main. Donc non, Le Mans c'est vraiment complexe, hein, vraiment vraiment complexe et vraiment fatigant. Wow, c'est un truc de fou. J'ai fait des stints vraiment au lever du soleil. Je suis resté quoi, 3h45 dans la voiture. J'étais vraiment lessivé. J'étais en eau dans la LMP2. C'était mais vraiment incroyable. J'ai même vu le feu d'artifice à minuit dans la voiture, dans les S-Porsche. C'est Trop des stylé. expériences de fou. Le Mans, c'est vraiment une course, c'est vraiment une course de fou. Après, Monaco, pour moi, ce serait quasiment la course à la maison. Hmm. C'est un rêve, mais en fait, Monaco, c'est vraiment, ça dépend d'avoir la bonne voiture et de faire un très bon tour qualif. Le tour qualif, par contre, c'est vrai que c'est exceptionnel. C'est un des meilleurs moments de l'année en monoplace. Voilà, après, moi, je dirais Le Mans personnellement. Ouais, comment tu gères justement ce rythme de sommeil au Mans? Tu dois faire des micro-siestes parfois. Même si c'est l'adrénaline de la course, etc., mais est-ce que parfois tu peux un petit peu. Il est 2 heures du mat, est-ce que tu peux un peu t'assoupir au volant, quoi? Ah, c'est Le Mans, il y a des moments, Enfin, je sais Après, pas, la ligne droite je des pense qu'il Hunaudière faut. qui est ultra longue, ouais, est-ce qu'à un moment tu décroches un peu, quoi? Ouais, ouais, c'est ça. Mais après, l'avantage dans LMP2, c'est que quand tu as une hypercar qui arrive derrière Ouais, toi, ça, ça te fait quelque chose. Et il t'empêche de dormir avec ses appels de phare, le drapeau bleu qui clignote dans la voiture. Tu es sûr de ne pas l'oublier. Mais non, c'est vrai qu'il y a des moments très complexes, hein, quand tu es en plein milieu de la nuit avec la fatigue. Moi, je pense que le lever du soleil, c'est assez compliqué. C'était un des moments les plus compliqués. Euh, j'ai galéré pas mal notamment avec la visibilité et puis ouais, la sensation de fatigue quoi, qui venait d'un coup, quoi. Euh, tiens, il y a une question de Antoine FRT dans le chat. L'ancien coéquipier dont tu es le plus proche actuellement, Lundgaard, Martins, Ouais. quelqu'un d'autre, je sais pas. Eh ben, alors attendez, je me charge juste hein, parce Aïe que aïe là aïe. j'étais presque à plus de batterie. Mais le coéquipier, je pense que pour moi, je m'entendais bien avec. C'est vrai que Christian Lundgaard, je m'entendais bien avec. Je l'ai revu en IndyCar, c'était vraiment un gars sympa. Pato, moi j'ai fait une bonne relation avec Pato Hmm. Ward. Et vraiment, c'est un super gars. On s'est encore parlé récemment, je pense que c'était il y a 2 semaines. Et je lui ai dit, bah, il va prochainement, je crois, venir après la saison d'IndyCar en Europe parce qu'il va faire du simulateur avec Ouais. McLaren, il va se préparer à sa FP1. Et donc, Pato, je lui ai dit de venir en France ou alors je viendrai en Angleterre le voir chez McLaren. Mais ouais, c'est top.
C'est un super gars. Après, ouais, Victor, bien sûr, je le connais très bien. On se connaît depuis qu'on a, je pense, 9 ans, 9-10 ans. Moi, j'avais 9-10 ans. Notre première rencontre, c'était un accrochage avec Victor. Et je pense Hmm. qu'il s'en rappelle. C'était, je suis monté sur Victor, j'ai plié mon châssis Oula, à pas en essai sortir de libre. son Donc, contexte, hein, le je suis monté sur Victor, à pas sortir de son contexte. non, 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 quand même pas. Non, non, oui, oui, c'était bien en karting, vous inquiétez pas. C'était sur le circuit d'Austricourt pour les connaisseurs. Et puis on s'en rappelle très bien, mais c'est des bons souvenirs. Donc, non, Victor, on se connaît bien. Samy, je le connais bien aussi. On était à la Fédé ensemble, à la FFSA Academy. Et puis là, je le vois en F2, donc c'est cool de le voir en F2. Je connais plein de pilotes. Ouais. Même Fred a investi au final, on s'est revu au Mans un petit peu, Fred. Donc voilà, c'est top. Tiens, j'ai une question de Andy Consani dans le chat, qui est un jeune pilote de la F4 France, jeune pilote Mercedes. T'en penses quoi de la F4 France? Toi qui est passé par la F4 France, qui a été formé à la FFSA Academy, pilote de l'équipe de France FFSA, est-ce que tu suis toujours le championnat et ouais, qu'est-ce que t'en penses de la F4 France par rapport à d'autres championnats notamment? Moi, je pense que la F4 France, c'est un des meilleurs championnats pour débuter en monoplace. Ce que j'ai vraiment apprécié avec la F4 France, c'est le fait de pouvoir commencer. Bah, moi, c'était à 15 ans dans l'année Hmm. quand j'ai commencé. Je ne sais plus exactement si c'est toujours pareil, mais en tout cas, moi, Malheureusement c'était. non, Ouais, malheureusement. non, maintenant, c'est un peu plus. Ouais, c'est 16 ans dans l'année. Ouais. Mais ouais, 15 ans dans l'année, ça me permettait en fait de rouler en monoplace dans un championnat qui est, on va dire, pas cher à côté des autres championnats qui coûte malheureusement trop cher maintenant à l'heure actuelle. C'est vrai que les budgets font qu'augmenter et ça devient vraiment impossible pour des jeunes pilotes qui peuvent avoir l'opportunité de financer un championnat, mais qui peuvent pas malheureusement parce que ça devient trop cher. Donc, non, moi, la F4 France, le fait que tout le monde ait les mêmes voitures, qu'il n'y ait pas d'ingénieur, enfin, on pouvait avoir quand même son propre ingénieur, mais il n'y a pas vraiment de setup à faire sur la voiture. C'est que un peu les barres anti-roulis. Enfin, moi, à mon époque, c'était que les barres anti-roulis, les ailerons un petit peu, mais c'est sympa. Je pense que pour commencer, pour une première année, c'est un bon championnat. Après, je pense que le fait d'apprendre à travailler en équipe, à se battre face à des autres équipes, à explorer un peu plus le setup d'une voiture, c'est ce qui manque un peu au championnat de France. Voilà, il y a des pour, il y a des contre, mais moi, ça m'a permis quand même de débuter en monoplace, donc je pense que c'est sympa. Ouais, et puis après, t'es passé en F4 allemande avec le succès qu'on connaît. Oui, pour la petite précision, il faut 15 ans. C'est pas forcément 16 ans en début d'année, mais il faut avoir Ok. 15 ans minimum. Et toi, t'avais commencé justement à 14 ans, ce qui est plus trop possible maintenant. Écoutez, attendez, est-ce qu'il y a d'autres questions que j'ai pu louper? Il y a forcément des questions que j'ai loupées et je m'en excuse par avance. Euh, Bah écoutez, j'ai une dernière question de mon côté. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Et ben moi, je pense qu'on peut me souhaiter juste de continuer le plus longtemps possible dans le sport automobile, d'essayer de vous faire vibrer, en tout cas, j'espère, moi, voilà, de gagner les plus belles courses du monde. Pas que, voilà, je pense qu'il y a pas que la F1 dans la vie, que ce soit les 24 heures du Mans, 500 miles d'Indianapolis, 24 heures de Daytona. C'est ce genre de courses que j'aimerais bien y participer déjà et j'aimerais bien les gagner. La Formule 1, pourquoi pas? On ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc, si jamais un jour j'ai une opportunité, j'espère que vous allez me supporter et que je donnerai tout. Mais ouais, non, de gagner un maximum de courses, hein. Gagner un maximum de courses et de prendre un maximum de plaisir, d'avoir une longue carrière, c'est ce que j'espère. Il y a il y a des nouvelles questions qui arrivent, du coup j'ai fait paniquer tout le monde en annonçant peut-être la fin. Alors deux questions sur le merch. Est-ce que tu as un code promo sur la boutique pour tous les gens qui étaient sur le live? Et c'est quand que tu sors du nouveau merch? C'est vrai, j'aimerais bien, il faut que je m'en occupe et c'est vrai que non, je vais essayer de faire du nouveau merch plus sympa avec voilà, des petits, que ce soit des vêtements ou des petits objets sympas. Donc, je vais m'en occuper. Je pense que ça va arriver prochainement. Je pense qu'après l'été, j'aimerais bien faire du nouveau merch et je ferai des codes promo pour tous ceux qui sont là sur le live parce que Ah, vous le méritez, vous êtes les meilleurs, c'est vous. ça régale, ça régale. Euh, Tiens, une question, mais je crois que oui. Enfin, une question de Thiego. Est-ce que Pauline, enfin donc ta sœur, travaille encore avec toi? Alors, ma sœur, bon, maintenant, elle a changé de métier Ok. parce que là, cet été, actuellement, elle travaille dans le supermarché de mon père. Elle aide beaucoup mon père. Elle est toujours avec moi de temps en temps quand j'ai besoin d'aide, que ce soit
bah, tout et n'importe quoi dans le sport auto, même, contact avec les médias ou, enfin voilà donc, ma sœur m'a énormément aidé quand j'étais en Formule 3, Formule 2. Elle m'aidait que ça soit en fait, c'est des choses simples, mais c'est vrai que moi à l'époque quand j'avais, de 16 à 19 ans, il fallait, réserver tous les hôtels, les avions, les voitures de location. C'est elle qui était majeure, elle m'accompagnait sur les courses. Hmm. Elle me faisait à manger quand on avait, loué, un petit appartement ou quoi. Donc, non vraiment elle m'a été d'une aide énorme. Et maintenant, elle fait des études, d'ostéopathie. Donc, Oh, waouh! et donc, pour moi, c'est hyper intéressant. Ça va Ouais. être encore une aide, exceptionnelle. Donc, elle a fait sa première année, elle a validé sa première année, d'ostéopathe. Donc, elle va, maintenant, elle a encore 4 années, il me semble. Donc, ça va être intense pour elle, mais ça peut m'aider pour le futur. Pour les pilotes, ceux qui sont dans le chat, il y avait Andy qui était là, mais les problèmes de dos, les problèmes de cervicales, voilà, ça fait longtemps que ça dure, donc elle va pouvoir m'aider. Ah, c'est top, bah c'est top, bah bon courage à elle en tout cas. Et puis oui, en fait, maintenant, enfin, t'as plus trop besoin, maintenant tu voles un petit peu de tes propres ailes avec Peugeot en tout cas. Et puis voilà, on espère évidemment des bonnes nouvelles très rapidement. On rappelle que si vous êtes d'ailleurs en Belgique ou si vous êtes proche de Spa-Francorchamps, tu roules dans une dizaine de jours, si je ne dis pas dizaine de jours ou un peu plus. C'est, Euh, semaine prochaine, week-end prochain la Ouais, course. week-end prochain, donc dans une dizaine de jours, en ELMS pour la quatrième manche de la saison au circuit de Spa-Francorchamps. Donc écoutez, si vous êtes proche de Spa, n'hésitez pas à y aller et à soutenir Théo parce qu'il le mérite. Et voilà, on espère des bonnes nouvelles très rapidement. Euh, et, euh, et voilà, bah écoute. Théo, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir été présent sur ce live. C'est top. Ça faisait longtemps en plus qu'on s'était pas parlé. T'avais pas été l'an dernier au gala là de la FFSA, donc Ouais, non, on c'est n'avait vrai que pas pu se j'ai croiser cette fois-là. Mais peut-être que du coup avec tes performances en European Le Mans Series avec Peugeot, etc. J'espère qu'on aura l'occasion de s'y croiser en fin d'année. je croise les Euh, doigts. on croise les doigts. Et puis voilà, tout le meilleur pour la suite. Et puis bah, bien évidemment, tu es toujours le bienvenu sur la chaîne. Peut-être après une victoire aux 24 heures du Mans, on n'hésitera pas à se refaire un live ensemble. En tout cas, ça fait extrêmement, extrêmement plaisir. Merci à toi. Et Bah, voilà, est-ce que merci tu as, beaucoup. un mot de la fin pour tous les gens dans le chat, voilà, pour finir tout ça? Ouais, j'ai juste un grand merci à tous. C'était un super moment et merci à tous pour les questions. Franchement, je suis prêt à répondre à un maximum de questions à chaque fois. J'espère que vous avez eu des réponses assez pertinentes. Et quoi qu'il arrive, de toute façon, c'est pas mon dernier live et on se verra prochainement. En tout cas, s'il y en a qui sont là la semaine prochaine à Spa, c'est avec grand plaisir de vous rencontrer et à très bientôt. En tout cas, merci à toi pour m'avoir invité. Bon, pas de C'était top. souci. Pas de souci. Bah, encore merci. Et voilà, pour le prochain live, ce sera probablement mercredi. Je sais pas encore exactement ce que ça sera, mais voilà, on continue de préparer des petits lives sympas, parfois avec des invités. Théo ne sera pas le seul invité de cet été. Voilà, je tease un petit peu. Et voilà, on continue de se suivre évidemment sur Twitter, sur Insta, sur TikTok, Blue Sky, Twitch, YouTube, tout ça, tout ça. Vous connaissez, la rediffusion arrivera dans la soirée. Alors le live fait 1h30, je pense que ça arrivera peut-être vers 22h. Voilà, ça peut prendre un petit peu de temps sur YouTube, sur la chaîne Persief. Hein, n'hésitez pas à vous abonner. Encore merci Théo, merci à vous Merci. d'avoir suivi ce live. Vous étiez beaucoup dans le chat, ça fait vraiment plaisir, beaucoup à poser des questions. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Avant ça, on se retrouvera voilà, sur Twitter, sur Blue Sky. Et je vous souhaite à tous une très bonne soirée et un très bon week-end. Bye bye.